écouter ce numéro spécial du PIFcast. Spécial pourquoi ? Parce que ça y est, on connaît la programmation de la 7e édition du PIF. Donc le PIF, ça va être du 5 au 10 décembre au Max Linder Panorama. Du coup, on en parle aujourd'hui avec Cyril Despontin. Salut. En qualité de délégué général. Ah oui, c'est vrai. J'adore le salut. Fausto Fazio. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce PIFcast. Laurent Duroche. Hello. Et Xavier Collomb. Bonsoir. Ah, j'ai dit vos noms de famille aujourd'hui, donc. Oui, c'est vrai. Et donc Véronique Davidson, qui speakerine. Ah, meilleur. Du coup, ouais, c'est vrai. Petite gêne. Mais non, ça passera. Ça passera. Du coup, on commence peut-être par le commencement, c'est-à-dire le mardi 5 décembre au Max Linder, l'ouverture du PIF. L'événement de ce mois de décembre, on peut le dire. C'est l'événement du mois de décembre, c'est aussi l'événement de l'année et peut-être même de ces 10 dernières années. En fait. Je crois qu'il y a un truc en fin de mois aussi, Noël, un truc comme ça, je sais plus, mais on s'en fout. Non, ça se vient, ça. En tout cas, c'est un peu Noël avant l'heure. Ah ouais, Chaud, pas mal. Hein, ça c'est vraiment les formules toutes pourries en fait qu'on entend à la télévision. Celle-là, elle est Vachement bien en quand même en décembre. C'est vrai. Non, mais on peut dire que c'est un peu une case de calendrier de l'avant, quoi. Bon, bref, on y va. De l'avant comme de la lavande, de la lavande. Bon, le film d'ouverture, c'est un film qui est très attendu, A Ghost Story. Pas mal de buzz autour de ce film. Ouais, c'est peut-être le film fantastique le plus buzzé de ces derniers mois en fait. Présentation à Deauville. En tout cas, si on Première française, ouais, depuis rien. Si on évoque les festivals français et 2 prix à Deauville. C'est ça, 2 prix à Deauville, le prix de la critique si je ne m'abuse. Les grands Docteur. Et un second prix. Malheureusement, mes fiches sont à l'étage, donc je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, c'est un film qui a été primé et qui qu'il existe dans le circuit, il est vachement apprécié, quoi. Et après, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais le film quand même divise. Et ça va être très intéressant de voir comment des spectateurs captifs, c'est-à-dire vraiment des spectateurs amateurs de fantastique, vont le recevoir, puisque je crois que parmi les fans du genre, il y a quand même quelques discussions, il y a quand même quelques tensions, et c'est un film en tout cas qui suscite beaucoup de débats, et de fait, ça devient un petit peu le candidat parfait pour une ouverture, puisque on va pouvoir débattre pendant une semaine. C'est un peu alors qu'on a un peu nul de proposer un film qui est, on va dire, bêtement fédérateur. Oui, même si les heures fait son ouverture, là, il n'y aurait pas de débat. Voilà, tout le monde serait sorti en disant putain, c'était gore. Oui, là, ça va pas être le cas. C'est pas gore. Le drap très peu maculé de sang, en fait, il reste assez propre, mais c'est vraiment un film fantastique. Il n'y a pas de doute possible. Là, c'est inattaquable là-dessus. C'est fantastique à 100%. Après, c'est le traitement. C'est toujours le truc qui te tracasse. Mais faut pas se tracasser. Je sais, mais je sais alors, pour ceux qui écoutent et qui nous se posent toujours la question, faut beaucoup moins que moi, mais sur la légitimité du film au festival, et vous verrez dans la programmation cette année, il y a quand même un film qui n'a absolument rien à voir avec un film fantastique. On tu fais chier, mais il fait chier. On en parlera. Ghost Story, rassurez-vous, c'est bien une histoire de fantôme. Mais le film qu'on parlera tout à l'heure, bon, c'est déjà plus compliqué, mais voilà, fantastique. Et effectivement, alors moi je faisais partie des gens qui n'avaient pas trop kiffé The Witch parce que je m'étais fait pas mal fait chier, qu'on faut dire ce qu'il est, quoi. Et là, sur Ghost Story, pas du tout. C'est malgré le postulat de base qui peut paraître, et pourtant c'est un film qui est lent, très très lent, mais non, c'est vraiment c'est un très beau film. Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, ouais, c'est ça qui m'a surpris en fait. En fait, ce qui est assez étonnant dans le film, bon, alors, le film tend le bâton pour se faire battre avec la forme qui est un peu, on va dire hipster, Instagram et mes couilles. Bruitage de bâton qui tape là. Voilà. Non, on n'en a pas. Non. Nul. Donc puisque le film est filmé en 1.33, donc un format quasiment carré avec des bords arrondis, un peu de diapositives old school. Donc, et un filtre un peu Instagram aussi comme ça. Voilà. Ça fait vraiment envie tout ça. Il y a pas les auditeurs, auditrices, et c'est vrai que au début du film il y a des plans qui durent, qui sont très longs, qui durent et tout, mais en fin de compte quand on voit tout le film on se rend compte que ces plans qui durent et qui peuvent être un peu pénibles ont une raison d'être, puisque une des caractéristiques du film c'est son rapport entre la mise en scène du temps qui passe. Donc il va y avoir des plans qui vont durer très longtemps pour signifier des moments qui sont finalement courts dans l'absolu, et des ellipses assez incroyables qui vont prendre une demi-seconde. Donc voilà, rien n'est au hasard en fait dans le film, et c'est vraiment assez vertigineux en fait, comment d'un tout petit postulat de départ
part visuellement très bête même, parce que le coup du drap sur la tête, on pouvait pas faire plus bête que ça, débouche sur quelque chose d'assez bouleversant sur plein de thématiques dont je ne vais pas parler parce que ce serait spoilé et ce serait dommage. Et certains le disent, chef-d'œuvre. Moi je trouve que c'est la le disent, chef-d'œuvre. plus belle chose que j'ai vue cette année sur moi, un c'est écran. pas le plus beau film que j'ai vu cette année, mais c'est vraiment un film important, quoi. Voilà. Et on va rester dans les grosses machines, puisque la clôture, donc là, les grosses machines. Machine, Elle est très grosse. C'est un cri pour annoncer la clôture. Énorme. Alors, qui sait faire le cri? Qui va le faire? Le nouveau Star Wars. Non, Non, c'est pas Chewbacca. Qui veut faire le cri? Non. Non, mais tu l'as bien fait, là. C'est impossible. Ouais, c'était super. C'est impossible, mais si je ne me trompe pas, il s'agit bien du cri original qui est dans le film. Ah oui, Tout à fait. mais ça j'essaie de faire. J'essaie de faire le. C'est le logo de l'Atto original, Bien c'est sûr, ouais. certes refait, mais voilà. Il y a des sons originaux, genre le bruit de pas, les cris et la musique. Enfin, une partie de la musique. Et donc, pour ceux qui Et vont pas encore... pourtant, Alors, de quoi on parle? On dit à la japonaise? Ah, Gojira. voilà, tu l'as dit. Gojira. Sauf que là, tu t'es un petit peu inspiré du film marin, du marin qui parle dans le bateau devant Oui, la le version début américaine. du Roland Emmerich, là, Ah, quand même, merde, non? Ouais. non, je pense plutôt à la version américaine du film. Voilà, Godzilla donc. Shin Godzilla, parce que ce n'est pas le Godzilla original. et là, c'est une première française. Ah oui, c'est un film qui pourtant n'est pas de 2017, qui est de 2016, pour le Japon en tout cas, mais qui n'était pas sorti en France jusqu'à maintenant. Et pour vous dire, on a galéré pour l'avoir. Je comprends que personne ne l'ait passé avant, mais voilà, on était tellement fan avec une partie de l'équipe avec Fausto qui l'avait vu d'ailleurs au Japon, Xavier qui est fan aussi. Enfin, on est vraiment fan dans l'équipe et on s'est démené pour l'avoir celui-là, mais on est content. Je veux dire qu'on est vraiment super content de l'avoir. Je vais laisser mes petits camarades dire un petit mot dessus, quoi. Xavier. C'est génial. Voilà. Je ne sais plus qui nous avait sorti ce terme qui certes peut faire peur, mais pourtant il ne faut pas, qui était le terme de bureaucratie porn. Oui, il y a de ça, ouais. Il y a de ça, ouais. Un peu de ça, ouais. Mais c'est ultra dynamique. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu le travail d'Hideaki Anno, on se retrouve vraiment dans quelque chose assez proche visuellement de ce qu'on peut voir dans Evangelion. Il y a des plans qui sont littéralement tirés d'Evangelion, tout ce qui est tank, et y compris certaines discussions autour de table avec des plans assez alambiqués. C'est un point tel que dans le film Shin Godzilla, on a des musiques d'Evangelion, littéralement, et pour ceux qui connaissent bien la série, il y a un épisode qui est le 7e épisode construit par l'homme, qui est littéralement une sorte de brouillon, un peu de squelette de Shin Godzilla. On retrouve vraiment exactement la même thématique où en fait c'est un des personnages principaux qui doit aller dans un autre pays pour je sais plus quoi exactement, et en fait un des robots va complètement se dérégler et commencer à péter la ville, et ils vont essayer de trouver une solution tous ensemble pour arrêter ça. Juste pour situer, c'est bien un Godzilla japonais qu'on propose, parce qu'en fait il y a eu récemment des Godzilla américains, mais en fait il y en a eu un récemment. Il y en a eu un, c'est vrai, le celui d'avant était en fait le dernier film japonais Godzilla, c'était Godzilla Final War de Riki Kitamura, d'ailleurs qui est aussi un réalisateur qui se représente cette année au festival, et c'était quoi, c'était 2004, voilà, donc ça fait plus de 10 ans qu'il n'y en a pas eu de Godzilla au Japon, et ça devait être le dernier, normalement le Final War c'était le dernier. Bon, heureusement pour nous, les Japonais, et c'est une sorte pas de reboot, parce que dans les Godzilla, il n'y a jamais vraiment il y a pas de suite, ça se ne suit pas forcément, donc là, c'est... Oui et non. Oui, non, on prend un peu toujours en compte le premier. Généralement, on oublie les séquelles, mais sur beaucoup de films, les gens connaissent déjà Godzilla. Voilà, il y a déjà eu des traces de Godzilla. Donc là, c'est une réappropriation. Et comme tu as cité son nom, par Hideki Anno, qui est le papa de la Gainax, et donc qui a fait beaucoup de films d'animation, de séries animées au Japon qui sont très cultes, comme Nadia, Gunbuster, Evangelion. Oh, il a fait du cinéma live aussi, des tout petits budgets. Hein. Ritual et Tokyo Pop. Non, Love and Pop. Ouais, Love and Pop, une adaptation ouais, il a fait Love and Pop, une adaptation de Murakami, et puis Kyotiyoni, mais c'était des micro-budgets, surtout Love and Pop, c'est vraiment un truc tout petit par rapport à Shin Godzilla. Et là, c'est l'Atto, le plus gros studio japonais, c'est une franchise culte pour l'Atto, pour les Japonais. Et donc c'est un retour en grâce ils pouvaient pas louper ce retour, et je crois, si je me trompe pas, que ça a été un énorme succès au Japon. Enfin, logique, mais c'est pas forcément gagné d'avance. Ouais, le film a très bien marché. Je crois que l'Atto a gagné des parts de marché, un truc de fou, quoi. C'est pas gagné d'avance, puisque bon, il y a un terreau de fans effectivement qui est toujours très présent, mais si on regarde les spectateurs dans une salle japonaise pour Shin Godzilla, c'est vrai que c'est pas des gens tout jeunes en fait, donc c'est une
une création très populaire, mais en même temps qui parle aux jeunes parce ils l'ont vu et ils l'ont identifié depuis de nombreuses années, mais en termes de public, on est vraiment sur une cible plus âgée. Et par ailleurs, le film se positionne clairement comme ça. C'est pas du tout un film pop déluré, apte à séduire un public très juvénile. C'est le cas de Final War d'ailleurs. Final War était plus pop, avec des idoles et tout. Final War c'était plus on va dire le produit des modes de son époque. Là, pour le coup, on a un film qui est très contemporain, qui est aussi le produit de son époque, mais qui tient compte de problématiques très adultes, avec effectivement Fukushima d'ailleurs. Voilà, c'est un grand film, c'est un grand film post-Fukushima, et puis surtout c'est peut-être l'un des rares Godzilla d'auteur, dans le sens où on a vraiment quelqu'un qui a une vision et qui s'est réapproprié le mythe de manière hyper personnelle, à la fois respectueuse, mais en même temps avec l'envie de tordre un petit peu la chose, de trahir et d'imprégner sa petite patte par rapport à celle de Godzilla, une petite patte. Et juste pour information, le film a circulé beaucoup en festival dans une version qui était plus courte, ce qu'on appelle la version internationale, et nous c'est bien la version japonaise de 2 heures. Avec Raymond Burr. Non, c'est pas le même au festival, voilà, ça serait bien la version de 2 heures avec encore plus de bureaucratie. Voilà, quoi. Mais je sais pas si celle qu'on a tous vue ici, je l'ai trouvé vachement bien sans avoir J'ai pas vu en fait la version remontée, je sais pas à quoi elle ressemble en fait, mais je sais pas, moi j'ai vu que la version normale, donc bon. En tout cas sur un écran de cinéma ça va être juste furieux quoi. On l'a vu tous les deux en ciné et c'était c'est mon meilleur film de 2016, c'est le film qui m'a le plus mis des frissons, voilà. Donc, il y a des idées qui n'ont jamais été exploitées auparavant dans aucun kaiju Eiga, que ce soit de la Toho ou d'ailleurs, mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup ailleurs, mais il y a eu les Gamera de la Daiei, mais il y a vraiment de pure vision. Moi, de temps en temps, j'ai trouvé ça un peu kubrickien aussi, quoi. Il y a ce truc, mais c'est parce que Hanno, c'est un cinéaste un peu démiurge, même complètement démiurge, et du coup, il y a ce truc, cette espèce de distance qui est assez kubrickienne. En tout cas, ça, ce sera à la clôture, du coup, le dimanche. Ouais. Et avant ça, il y a une compétition. Ah oui ? Et cette année, parce que c'est un festival gourmand, il y a 10 films. Alors, festival gourmand ? Oui. Est-ce un festival gourmet ? Mais peut-être aussi. Nous allons le savoir tout de suite. D'autres plus que les autres années, effectivement. Ouais, il y en a d'autres plus, ouais. Et du coup, d'ailleurs, vous tous, vous faites partie des sélectionneurs, donc vous pouvez aussi nous parler un peu de ces films que vous avez. Si Laurent dit non, mais en fait, on est. Qu'est-ce que je fous là, au fait d'ailleurs ? Non, mais pour rapidement révéler un petit peu les dessous du festival, depuis le début, à l'origine avec Cyril, on était 2 à faire la programmation et on visionnait à peu près tout, en se répartissant les tâches à des moments plus ou moins compliqués ou simples pour nous dans l'année. Là, on s'est dit que ce serait plus simple. Pas plus sain, mais plus simple de répartir en fait le visionnage à un comité. Mais c'est vrai qu'il y a ce comité qui a été indispensable pour cette édition-là. On n'aurait jamais pu. Exactement, on n'aurait jamais pu monter la programmation telle qu'elle est évoqué ce soir sans ce comité-là. Mais on a toujours aussi écouté des conseils, que ce soit des conseils de journalistes de Mad Movies dont Laurent fait partie, ou d'autres aussi. Enfin, pas trop les autres finalement, surtout. Mais c'est ça, le seul conseil que j'ai donné cette année, vous l'avez pas pris alors. Mais non, mais mon ange. Oui. D'accord. Non, mais voilà, il y a toujours on est obligé d'avoir des antennes et du coup on discute beaucoup entre nous. Et puis les journalistes de Mad sont de fait très au courant de la programmation. Oui, surtout qu'en plus nous on fait d'autres festivals dans l'année en amont, donc on peut aussi ramener des. C'est parce qu'un des films justement de la compétition qu'on a pris en tout dernier, même quasiment quelques jours avant qu'on boucle, c'est Tigers à un autre Fred. En fait, j'étais passé à côté. J'étais passé dans un festival que pourtant j'avais listé tous les films et tout, mais j'étais passé à côté dessus. Là, je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté, mais je l'avais mis de côté. Et c'est Dalit Doucan, un ex-rédacteur de Mad Movies, en fait, qui m'a dit, tiens, il paraît que c'est pas mal ça et tout. Et j'ai vu la bande-annonce, je suis il a raison, c'est pas mal. Et je l'ai demandé, je l'ai lu très rapidement et très rapidement j'ai pu le voir. Xavier aussi il a pu le voir et on l'a très vite pris, mais je serais sûrement passé à côté si jamais on n'a pas parlé en fait. C'est triste parce que ça veut dire une chose, c'est que tu ne lis pas les notules lunaires. Non, parce qu'à l'époque ton film s'appelait Vulven dans ton notule lunaire. Vulven. Tu l'avais forcément lu pourtant. Vulven. Oui, c'est clair, ça aurait dû te parler immédiatement en fait. C'était dégueulasse. N'écoutez pas ces gens.
C'est un film mexicain, on précise. C'était d'une réalisatrice, Issa Lopez, et qui d'ailleurs sera là au festival. On l'a pas encore annoncé sur le site, mais ça sera fait d'ici là. Ce n'est pas le seul film hispanophone, mais c'est le seul film sud-américain. C'est vrai que depuis quelques années, il y a une production qui se veut assez dynamique. Je sais pas trop comment on peut vraiment juger du dynamisme justement de cette production. En tout cas, elle est peut-être un petit peu plus représentée en festival spécialisé, mais il faut dire ce qu'il y a. C'est pas très bon. C'est globalement côté, en fait, le niveau est un peu voilà. Et il y a des trucs avec Cyril où on se dit parfois c'est un peu dur, mais quand on voit la nationalité, parfois on y va un peu à reculons. En fait, on va tout doucement. Il n'y avait pas de bonne annonce à l'époque où je l'ai mis de côté. Je pense que c'est pour ça. En fait, c'est que je me suis dit encore un truc mexicain. Et pourtant, le Mexique, c'est probablement le pays d'Amérique du Sud qui est le plus intéressant. Quand la balance, quand on m'a dit ça, j'ai vu la balance, je suis merde, je suis passé à côté du truc, mais il n'y avait peut-être pas la balance au moment où j'ai dû le prendre sur la liste en fait. Voilà quoi. Il y a quelques années, il y avait eu, je sais plus si c'était pas au pif, un film mexicain assez poisseux sur des gamins qui disparaissent et qui réapparaissent, qui sont un peu tendax. 2012, on a passé ça. C'était le mec qui a fait, tu sais, le Light Faces, Adrian Garcia Bogiano. Mais lui, il est pas mexicain, il est argentin. Pas We Are quelque chose. Il y avait le titre. Alors là, on a un trou de mémoire, c'est la honte. Pourquoi tu parles de ce film-là Parce que qui a été diffusé à la. On connaît le réalisateur. Adrian Garcia Bogliano. On voit très bien ce que c'est, mais. Sur le site du PIF. Voilà, et on a oublié. C'était, il passait, je crois, dans la. Ah, il y a pas le mot diable dedans, un truc. Si, c'est ça. Quelque chose. Ouais. C'est vrai que c'était bien ce film. Moi, j'ai bien aimé. C'était. Ouais. Ah, Here Comes the Devil. Here Comes the Devil. Ouais, ça c'était bien. Et puis cette année en sud-américain, mais pas dans le pif, il y a eu la Région Sauvage qui était assez intriguant aussi. Mais c'est vrai que We Are the Flesh. Ouais, donc ça se réveille. We Are What We Are. Non. Ah non. Oui, je cherchais un. Non, mais c'est dit. Ah non, mais c'est l'original. L'original, oui. Somoloske. D'ailleurs, pour la programmation des courts-métrages internationaux, on a un Mexicain aussi. Ah, formidable. Mais d'ailleurs, le Tigers en Autofred, là, en fait, on en a parlé pour expliquer ça, mais on n'a même pas expliqué ce que c'était, en fait. Qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que c'est, Cyril? Je vais expliquer ça d'une formule rapide pour que les gens comprennent. Ce serait un mélange entre l'échine du diable et la cité de Dieu. Dit comme ça donne envie, mais c'est vraiment ce que c'est. C'est ça. L'histoire d'enfants dans les favelas, plus ou moins les adultes ont disparu, et bon, ils sont entre eux, il y a des mafieux, et on suit une gamine qui doit avoir 12 ans, je crois, 12-13 ans, qui a perdu sa mère, elle la trouve plus, et voilà, elle sait pas où elle est, et elle commence à avoir des choses un peu bizarres, du coup elle veut pas trop rester dans son appartement, elle a peur et elle va rejoindre un groupe de gamins de la rue qui eux-mêmes sont poursuivis par des truands qui sont vraiment pas très nets. Il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent en fait, et il y a un côté réaliste, le concret, la favelas et tout, puis il y a la partie fantastique, et c'est assez bien amené. Le film est très touchant, et les gamins sont vraiment mortels. Les gamins sont incroyables. Et pour moi, c'est un des films que les gens, je pense, ne connaissent pas, ils vont pas du tout entendre parler, enfin, ils vont peut-être le zapper, c'est dommage parce que c'est peut-être un des beaux films de la ne le zappez pas. Voilà. Moi, personnellement, c'est un de mes chouchous. Voilà. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que, je dois l'avouer, du coup, comme Cyril m'en avait parlé avant, forcément, j'avais déjà un côté, je m'attendais à une appréhension. Non. Justement, c'est l'opposé. Je m'attendais à une baffe, et du coup, baffe que je n'ai pas eu. Bravo, Cyril. Je l'avais pas, parce que je l'avais pas encore vu. Je t'ai dit, le film a très bonne réputation, et on l'a vu le même soir, en fait. Et après, on s'est appelé pour savoir si chacun pensait. En fait, ils étaient ensemble. Même soir. On parlera du cas de Xavier et de Véronique. Voilà. Comme le temps était off record, parce que il a fallu que tu t'es fait la moitié de la table ici. Le prochain, c'est toi. Quel gourmand. Si vous voulez si vous le zappez le 7, la bonne nouvelle c'est qu'il y aura 2 diffusions de ce film. Parce qu'il passe à 16h30. Les rediffs du pif. Il passe pas forcément un horaire facile pour ceux qui travaillent. Les repifs, c'est bien. Mais il repasse après une bonne heure. C'est trop tard, on est parti à l'impression là. Non, mais c'est con parce que c'est un film qui, je pense, va vraiment passer à l'as. Et les gens vont plus se focaliser sur les gros trucs. Et c'est dommage parce que, voilà, c'est un film, juste pour citer, ça vaut ce que ça vaut, mais Stephen King a mis sur Twitter, c'est peut-être le plus beau film que j'ai vu cette année, le plus flippant. Et beaucoup de gens disent du film que c'est le meilleur film que Del Toro n'a pas réalisé. Il a dit ça de La Tour Sombre aussi, ce cas. Il avait un intérêt, voilà, c'est vrai que là, il a aucun intérêt à le défendre. Moi, je trouve que les films qui défend sans être impliqués sont plutôt, enfin, en tout cas, ils sont à la hauteur des attentes du public, et à chaque fois, ces petites catchphrases là, elles sont plutôt. En plus, chaque année, il fait une liste des meilleurs films pour le New York Post, je crois, un truc comme ça, et elle est toujours assez costaud de sa liste. En tout cas, juste pour finir ce que je disais, parce qu'autrement ça va finir sur une note négative. Certes, ça n'a pas été la baffe qu'on m'a annoncée, mais finalement c'était encore plus fort parce qu'il m'est vraiment resté en tête. Il y a eu quelque chose, il y a eu un truc plus profond qui est resté. Finalement, je préfère ça qu'une baffe.
que je vais oublier le lendemain, quoi. Là, c'est un de mes chouchous. C'est un beau film, mais dans ce qui montre aussi, c'est assez beau, mais il y a des idées qu'on voit pas forcément ailleurs. C'est ça, ouais. C'est une vraie pépite qui mériterait vraiment que les gens s'y intéressent pour le. Voilà. Je pense qu'ils en parleront après, donc j'espère que à la première projection, les gens parleront suffisamment pour que ceux qui l'ont loupé puissent le voir à la seconde projection. Voilà quoi. Du coup, on reste sur les films hispanophones avec Mataradíos. Qui a envie d'en parler? Bon, moi je veux bien en parler puisque en fait c'était un film qu'on avait aussi évoqué dans les notules, tiens, et pour le coup on avait vu, mais j'ai vu, je pensais que tu l'avais vu en fait, Cyril aussi, ça me dit rien. Un court-métrage projeté, je crois que c'était pendant une nuit en fait à Sitges, il y a peut-être 3 ans. Un court-métrage sur une boucle temporelle le soir de Noël, et j'avais trouvé ça assez bien gaulé, très rythmé, très drôle, plutôt mordant en termes d'humour. Et Mataradíos, c'est un premier long métrage. On l'a vu dans une copie de travail, donc le film n'était pas tout à fait terminé. Et dès que le film a commencé, je me suis dit tiens, ces noms-là me disent quelque chose, et c'est après avoir terminé le visionnage que, en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que le duo de réalisateurs était le même que celui du court-métrage que j'avais vu quelques années auparavant au Sitges. Et c'est une comédie, donc noire, très noire. Quand on dit ça, on pense instantanément à Alex de la Iglesia, mais le film n'est vraiment pas du sous Alex de la Iglesia. Ça, c'est vraiment important de le dire. C'est que on va faire une comparaison et un raccourci qui est évident, parce que voilà, nous sommes des journalistes, des gens qui aimons le cinéma, donc du coup on se doit parfois d'accoler des étiquettes comme ça pour aller un peu plus vite, mais je trouve que le film a une personnalité qui lui est propre, et surtout il y a un truc qui est hyper admirable et assez comment dire, j'aime pas ce mot, mais bon, récurrent dans les productions espagnoles, c'est que c'est joué de manière incroyable. Il y a une galerie de personnages qui sont tous déments, très attachants de leur manière. On arrive vraiment à se projeter dans leurs préoccupations, dans leurs fantasmes, dans leurs obsessions, et surtout c'est typiquement le genre de film un peu comment dire, libre, dans le sens où on ne sait absolument pas sur quoi ça va déboucher, qu'on est scotché du début jusqu'à la fin, et en plus le film ne fait pas l'erreur d'être trop long, il est assez ramassé, il est choc quand il faut l'être, enfin il y a un vrai travail d'écriture, c'est-à-dire qu'on voit que les mecs ont vraiment pensé leur film en termes d'efficacité. On sent aussi qu'ils se sont rodés sur des courts-métrages et qu'ils maîtrisent parfaitement toutes les ficelles de la narration. Donc voilà, c'est un huis clos, ça se passe le soir de Noël, il y a un personnage qui ressemble au Père Noël qui débarque durant un réveillon assez sinistre en fait, dans une baraque assez sinistre aussi, et qui vient annoncer tout simplement qu'il est Dieu, et que bien le lendemain c'est la fin du monde et que tout le monde va mourir. Donc dit comme ça pourrait sonner comme un pitch de court-métrage, et en fait ils ont l'intelligence de ne pas tirer ça de manière bête, mais au contraire de faire en sorte que les personnages gonflent progressivement et atteignent une épaisseur dramatique qu'ils n'auraient pas pu avoir en fait dans un court. Donc moi c'est un film que je trouve très cool, et qui joue sur cette double corde comique et en même temps dramatique, avec on va dire un floutage volontaire, quoi, une espèce de zone grise comme ça qui est travaillée, et qu'on trouve aussi chez Alex de la Iglesia, où parfois on passe du rire aux larmes, où parfois on est complètement dégoûté, et puis séquence d'après on est hilar. C'était le cas par exemple pour j'oublie tous les titres, hein, pour son film de clown, aidez-moi, Balade Tristée. Ouais, Balade Tristée, qui est vraiment un roller coaster émotionnel. Évidemment Mataradíos n'a pas cette maîtrise là, mais en même temps c'est un premier long métrage, donc voilà, je suis curieux de voir ce que vont faire les deux réalisateurs, je vais bien prononcer leur nom, Calle Casas et Alberte Pinto, qui seront là, et qui seront là, oui, comme la réalisatrice Issa Lopez aussi, qui sera là aussi, hein, de Tigers Are Not Afraid, et qui seront là aussi pour présenter leur court-métrage. Voilà, oui. Et c'est là que le duo de folie intervient. Il se trouve que justement la même année, ils ont réalisé un court-métrage qui s'appelle RIP, que nous avons sélectionné pour la compétition court-métrages internationaux, et du coup nous nous retrouvons pour la première fois avec des réalisateurs qui sont à la fois en compétition long-métrage et en compétition court-métrage. Ça va être assez intéressant. Ils ont l'air très sympas. Toi tu les as rencontrés, Cyril? C'est les deux en fait, hein. D'accord. On a fait la soirée Lequel? d'après Albert ou Caillé? je sais plus, c'est le grand, ils sont un petit, donc
vous direz sur scène, j'ai vu c'est l'espagnol. Non, on est allé voir avec Elodie qui est pas là ce soir, qui fait la sélection aussi avec nous. On est allé les voir une soirée après la projection du film à Sitges et juste pour se présenter, ils savaient qu'ils venaient à Paris, mais ils ne connaissaient pas forcément. Donc voilà, ils ont ceux que j'ai vu, là, très sympa. Et sur scène, apparemment, c'est un peu des stars parce que tout le monde les connaissait. Apparemment, tout le monde applaudissait. En tout cas, c'est des habitués de CGS. Ouais. Ils avaient l'air d'être assez connus là-bas, quoi. C'était un film qui passait le samedi soir, c'était une grosse projection à Sitges et il a eu le prix du public. D'accord. Sitges, voilà, pour information. Est-ce qu'on parlerait pas de The Endless pour rester sur les duos de réalisateurs? Ah oui, ça combien de duos on a? Attends. On en a pas mal, hein. On en a pas mal. C'est vrai que les Leatherface, ça fait 3. C'est vrai, je suis en train de regarder. 4. Ouais. Sicilian Ghost Story. Ouais. Sicilian Ghost Story, ouais. Shin Godzilla, on peut les considérer qu'ils sont à 2. Ah, ils sont quand même 2, ouais. C'est vrai. Bah 2 c'est mieux. Ah là là. Je suis super en forme là. Allez-y. C'est une baisse des habitudes du PIF, oui. Les réalisateurs Aaron Moorhead. Ils ont eu le prix en 2014 et Justin Benson. Pour Spring, leur précédent. Ils avaient fait une magnifique démonstration de cerceau. Les personnes qui ont assisté à la projection doivent probablement s'en souvenir. Et certaines mauvaises langues disent qu'ils ne doivent en fait leur prix uniquement grâce à ce concours de cerceau en fait. Ah ouais, Spring est un joli film. Je sais que c'est un film qui n'est pas unanimement aimé et auquel on peut trouver des faiblesses de rythme notamment. Mais ce qu'on peut pas leur enlever à ces deux zozos, si leur cinéma est imparfait, il est en revanche toujours passionnant, touchant, plutôt original, qui va dans des directions un peu où on les attend pas. Enfin où on n'attend pas le cinéma fantastique. Donc rien que pour ça déjà ça vaut plutôt le coup. Et là leur dernier est vraiment intéressant parce que déjà ils se mettent en scène. Ils jouent donc le rôle de deux frères qui ont échappé quand ils étaient jeunes à une secte et plus tard, une dizaine d'années après, ils sont au chômage, leur vie est au point mort et une lettre mystérieuse les enjoint à revenir dans la secte et l'un des deux se dit bah ouais mais ça se trouve en fait notre vie elle serait peut-être mieux là-bas et donc ils y retournent pour découvrir que cet endroit et ces gens ne sont pas ce qu'ils pensaient qu'ils étaient quand ils y étaient. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, on peut pas dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est à mi-chemin entre la comédie dramatique, le mystère Lovecraftien. C'est pas un film commentaire sur Hollywood, sur eux, sur le cinéma, sur leur obsession du cinéma complètement. D'ailleurs, c'est pareil, pas de spoiler, mais vous verrez qu'à un moment donné, il y a une scène qui est en rapport direct avec leur film à eux, d'une façon totalement inattendue et qui est vraiment passionnante à analyser. En plus les deux se révèlent être plutôt de bons acteurs. Ouais, ils sont très très bons. Alors après bon déjà tu les vois sur scène, ils assurent le show. Oui, mais tu peux faire le kéké, on le connaît qui ils savent fort pour faire le kéké sur scène et qui sont nuls comme acteurs. Mais là ils sont très bons devant la caméra aussi. Et puis surtout ça a été fait encore avec pas beaucoup de pognon. Et il y a pourtant une direction artistique assez intéressante. D'ailleurs ça c'est leur point fort. Ils ont gagné au Festival de Neuchâtel le prix de la direction artistique. Mais qui était donc le jury qui a donné le prix à Neuchâtel? Moi j'étais jury critique, mais je leur ai donné le prix aussi. Enfin nous leur avons donné le prix aussi. Donc voilà, film assez passionnant à décrypter, avec plein de choses assez intéressantes et originales. Ça, on saute un petit peu plusieurs genres, plusieurs ambiances, mais tout en restant dans un tout cohérent. Donc ça devrait être, c'est très attachant. Juste pour revenir à Spring, ça vaut ce que ça vaut aussi. Ça, mais il y a quelques jours, Del Toro a mis un tweet en disant que c'était le meilleur film Lovecraftien qu'il avait jamais vu ces dernières années. Voilà, il a par contre découvert Spring sur le tard, il a adoré. Voilà. Oui, c'est un vrai film Lovecraftien et d'ailleurs on sent la continuité dans celui-là aussi. Et c'est marrant pour nous, c'est la première fois qu'on a donc des gens qui ont déjà gagné un prix. Le festival est très jeune, il a que 7 éditions, mais c'est la première fois qu'on a des gens qui ont déjà gagné un prix qui du coup en mode on vient mettre le titre en jeu, tu vois. Donc je serais curieux de voir s'ils vont faire la culbute une deuxième fois, mais je trouve ça vraiment c'est assez rigolo pour nous parce qu'on en a créé ce festival à partir de rien, mais de voir ça qu'il y a des habitués, des gens qui ont déjà gagné un prix, qui viennent avec un nouveau film. Enfin je trouve ça pas touchant, mais ça me fait plaisir de voir ça en fait cette année, quoi. Je suis très content. Ils vont être là. Donc, ils seront là, les deux seront présents et il reste d'ailleurs la semaine entière à Paris, donc c'est cool, on pourra aller voir souvent. Ils vont sûrement aller voir d'autres films, je pense. Ouais, ils étaient hyper accessibles la dernière fois qu'ils sont venus. Ils sont très sympathiques. Ouais. Donc voilà. On reste sur les duos avec Sicilian Ghost Story, les duos de réal. Du coup, celui-là, qui veut en parler? On est c'est un très beau film. De toute façon, on va dire, en fait, c'est ça, c'est drôle, c'est qu'on va dire que tous les films sont très bons. On peut dire que cette année, on est particulièrement fiers de la programmation. Je pense qu'on n'a jamais eu. Ah oui, puis elle est vraiment diversifiée. C'est un peu le terme qu'on utilise chaque année, mais là, elle atteint quand même un niveau de diversité, de style, de pays, de genre, on a de tout. Il manque peut-être de la SF à la rigueur, mais après on est bon, à Jean c'est de la SF, hein, oui, mais là, si on réfléchit aussi.
Ouais. Après, on est de fait tributaire des modes du moment. Donc, bien sûr. quand il y a beaucoup de films de SF produits, ça se ressent sur la sélection. Mais Et là, Ghost Story, c'est encore une fois. si, il y a une Ghost Story. Non, Ouais. mais je veux dire, du coup, ça nous fait 2 Ghost Story. Ah oui, deux Ghost Story. Oui, Il a failli y en avoir un troisième. Hein. Ouais, il a failli y en avoir un troisième. Limite, on l'a pas éliminé pour ça. Voilà. Mais non, pour le coup, tout à l'heure vous parliez de Tigers Are Not Afraid, de L'échine du diable, tu évoquais Del Toro là. C'est vrai que le film Sicilian Ghost Story a quelque chose de Del Torien, en tout cas de prime abord. Ça c'est peut-être encore un raccourci qu'on fait quand on voit des enfants en fait dans un film. On se dit des enfants du fantastique, vu qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont manipulé ces ingrédients-là ces dernières années de manière assez brillante. C'est vrai qu'on revient fatalement à Del Toro, Labyrinthe de Pan, L'échine du J'ai diable. plus pensé à Donnie Darko en fait quand j'ai vu Sicilian Ghost Story. C'est vrai que le film n'a quasiment pas grand chose à voir, mais bizarrement cette vision de voir l'adolescence et tout, ça me fait penser à Donnie Darko. Alors que vous allez voir le film, vous allez dire mais pourquoi il pense à Donnie Darko? Il n'y a pas vraiment de connexion. Mais Pas de lapin, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de missile, il n'y a pas de. Non mais enfin mais je sais pas, j'ai pensé à celui-là, mais c'est un très beau film en tout cas. Ah bah, si on voulait parler de mélange ou de greffe comme vous l'avez fait par rapport au film mexicain Tigers Are Not Afraid, là on va dire un socle film de mafia, donc drame mafieux, sud de l'Italie, enlèvement, loi du silence. Et avec ce socle qu'on connaît tous bien, voilà, on a vu soit des films sur la mafia, soit des documentaires sur le sujet. Et bien à ça s'ajoute un vernis fantastique, très discret, qui est parfois hyper poétique, jamais poéteux mais vraiment poétique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des espèces de touches fantastiques comme ça impressionnistes qui sont vraiment très très belles, et c'est aussi et surtout une très belle histoire d'amour adolescente qui fonctionne parfaitement puisque les interprètes sont géniaux. Là aussi encore une fois deux révélations, la gamine de Sicilian Ghost Story, pardonnez-moi j'ai oublié son nom, mais elle est vraiment elle a un niveau de jeu de comment dirais-je de sa sensibilité, toutes les nuances de son jeu sont vraiment moi ça m'a vraiment scotché. Je pense que le film est porté par elle, et puis surtout vu que c'est un film qui repose sur son point de vue, si son jeu était faillible, tout le film s'effondrait. C'est d'ailleurs un des plus beaux films je trouve de la sélection. Formellement tu veux dire? Visuellement c'est un super beau film. Il est intéressant de noter qu'il faisait l'ouverture de la semaine de la critique cette année à Cannes, et qu'il a quasiment rien fait en festival après en France, ce qui est curieux parce que le film est d'énorme qualité, et même j'ai regardé un peu les reviews à Cannes, c'était pas... En fait c'est très drôle, c'est intéressant que tu évoques la présentation du film à Cannes, puisqu'il fait partie de ces films de genre cannois qui ont été plutôt bâché en fait. C'est-à-dire il y avait ça, il y avait La Lune de Jupiter. C'est vrai, je pense à celui-là. Ces films-là en fait se sont faits. On sait très bien que les réactions à Cannes sont. Il n'y a pas de nuance, on va dire. Voilà, elles sont très rarement tempérées, et c'est aussi le jeu, c'est ce qui fait que le festival est drôle. Mais autant sur La Lune de Jupiter, donc qui est en salle là bientôt, ou qui sera en salle actuellement si vous écoutez ce podcast après le 22 novembre, et Sicilian Ghost Story, ces deux films se sont faits mais vraiment bien secoué en fait par les critiques, et vraiment je trouve que c'est pas du tout approprié. C'est vraiment deux grandes et belles propositions hyper ambitieuses, que ce soit formellement ou narrativement, et je suis très curieux de voir les réactions des spectateurs après la présentation au PIF, et puis un petit peu plus tard lors de la sortie salle, puisque là au moins on pourra évaluer les films, enfin en tout cas le film pour Sicilian Ghost Story dans un contexte sain. D'ailleurs non cannois quoi. Des films dont on a parlé tout à l'heure, c'est à part Ghost Story, c'est un des salles qui a une sortie française prévue, qui sera donc pour, je crois c'est mars 2018. Donc voilà. C'est tard quand même. C'est tard, du coup voilà, c'est une bonne occasion de le voir dans une très belle salle, donc toujours le Max Linder quoi. Du coup, l'autre film qui a une sortie prévue, c'est Revenge. Il y a Revenge aussi dans la tiens, c'est parfaite transition. Enfin, Véronique, tu es magnifique. Métier. Le métier qui veut ça. Et Revenge, donc c'est un des deux films, ce qu'on n'a pas des masses cette année, mais réalisé par une réalisatrice, donc Coralie Farja, je crois. Farja, j'espère que Coralie, si tu écoutes ça, tu ne me voudras pas d'avoir massacré ton nom de famille. Et c'est un film très pop, alors c'est un rap and revenge, comme il y en a dans le cinéma de genre. Mais donc, pop.
Mais pop. C'est qu'en fait, Revenge pop. Voilà, Pop and Revenge ou Alabama Pop. On en a parlé avec elle après la projection. Son inspiration, c'était Kill Bill et Délivrance en fait. Donc on suit une jeune fille qui se fait inviter par son mec dans une baraque paumée dans le désert. Ils arrivent en hélicoptère et tout. Puis voilà, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils sont amoureux et tout. Puis arrivent deux potes au gars qui devaient pas arriver à ce moment-là, qui débarquent, c'est des chasseurs et tout. Puis le mec doit partir à un moment donné, puis en fait pendant qu'il part, un des deux viole la nana, donc la nana se barre dans le désert, et quand le mec revient, il dit mais non, on peut pas la laisser, il faut qu'on s'en débarrasse. Donc en fait ils vont la pourchasser et ça va être une course poursuite dans le désert. Un film très cartoon en fait, visuellement c'est super coloré, c'est une sorte de désert un peu la Lucky Luke qui brûle et tout, très jaune, très très brûlant, et c'est vraiment pour moi un cartoon très très gore. Le film est vraiment très violent. C'est pas malsain dans le sens du gore qui fait mal, c'est plus du gore pas festif parce que c'est pas le mot, mais du splatter. Ouais, du splatter. C'est très coloré et le film est très généreux. L'actrice aussi est très généreuse et c'est un film vraiment qui va faire beaucoup parler de lui parce que c'est vraiment étonnant quoi. C'est un petit manque. Enfin, je crois depuis peut-être à l'intérieur, on n'a pas vu un film aussi gore en France. Mais vraiment, voilà, ça y va. Camping 3, tu m'excuses. Voilà. Et le film est très 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 coloré. Donc on est content parce qu'on aura la projection, donc la réalisatrice, on aura le monteur du film et un des acteurs est donc Jean-Christophe Spadaccini qui a fait tous les effets. Voilà, donc on aura une bonne présence des équipes qui faisait partie du jury. Jean-Christophe Spadaccini, toute première édition. Voilà. Donc là encore une fois, on retrouve des habitués, des habitudes. La grande famille du. C'est la grande famille. Et donc Revenge sort début février, donc je pense qu'il va faire un tour par Gérard Armé, ça je l'imagine. Et il sort début février, donc ce sera une bonne occasion de le voir. C'est pas la première française, il a déjà été montré au Cinémed à Montpellier, mais c'est la première parisienne en tout cas. Et un premier film parce que c'est son premier film et vraiment étonnant et voilà. Alors surtout parce que j'ai l'impression que c'est la grande peur. Ne vous attendez pas à un grave numéro 2, ce serait la pire chose à avoir en tête avant d'aller voir le film. C'est absolument autre chose. C'est pas parce que c'est une française qui l'a fait un an après. Voilà, c'est ce que ça fait le même parcours Toronto machin et tout. Absolument pas. C'est totalement autre chose. C'est un film voilà. Voilà, pour moi c'est un cartoon gore. Voilà, ce n'est pas la suite de Prevenge non plus, qui est passé l'année dernière au PIF, qui avait une lettre de plus, qui était réalisée par une femme avec une femme. Voilà, c'est vraiment un film, voilà, c'est festif. C'est donc un Repop and Revenge. Voilà. Un splatter festif. Avec une femme très peu habillée. Très habillée, mais qui du coup se venge et voilà, c'est assez rentre dedans, c'est cool quoi. Du coup, autre réal français qui sera là, c'est Juan Carlos Medina pour Golem, le tueur de Londres. Tout à fait. Golem. Qui était donc l'ancien nom, enfin le nouveau nom de The Limehouse Golem, qu'on avait d'ailleurs essayé de l'avoir l'année dernière pour le PIF, mais c'était trop compliqué. Le film venait juste de commencer les festivals, c'était un peu trop compliqué. Présenté à Toronto aussi à l'époque. Toronto, voilà, donc on est très content d'avoir le film de Juan Carlos, qui avait donc fait Insensible avant, un très joli film, qui veut dire quelque chose d'ailleurs sur Golem, le tueur de Londres. Golem, le tueur de Londres, et non pas de l'ombre comme je le croyais la première fois que j'ai entendu le titre. Si tu mélanges la ville. De l'ombre. Un très bel hommage à un certain cinéma de genre britannique. Est-ce que c'est un peu l'anti-revenge? Alors, là, on est quand même. Il n'y a pas de rape. Enfin, on passe du solaire au gothique. Il n'y a pas une rape, mais il n'y a pas de rape, mais il y a une revenge. Voilà. Et les meurtres sont assez sanglants dans Golem quand même. Oui, c'est graphique. C'est un film assez graphique avec une ambiance un peu la From Hell, qui pourrait être une des références qui sautent aux yeux, même si Juan Carlos se réfère plus à des grands classiques du cinéma britannique gothique et victorien, Hammer, etc. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ça, mais avec un langage cinématographique plus moderne, notamment dans la gestion de on va dire du twist, puisque c'est un film à twist, même si finalement le twist à la fois n'est pas d'une grande surprise, mais en même temps est très intéressant parce que c'est un des rares twists qui amène vraiment thématiquement quelque chose au film. C'est-à-dire que sans le twist, en fait, le film, les fondations thématiques du film ne seraient pas présentes. Donc pour ça, c'est assez intéressant. Ça dit beaucoup de choses sur le rapport à l'artistique, sur l'intégrité d'un artiste, jusqu'à quel point on peut se compromettre ou pas pour essayer d'accomplir sa vision artistique. Au-delà de ça, c'est vraiment la photo est à tomber par terre, ça joue super bien. Je suis pas un grand fan de Bill Nighy, qui m'énerve dans à peu près tous les films où il apparaît, mais alors là il est impérial, il est sobre, la caméra est très touchant. Il y a déjà un petit moment, et la caméra était très mobile, il y avait des très beaux plans, des directions artistiques vraiment magnifiques, et j'avais
j'avais passé le film à Mondo Festival à Lyon et j'avais mis le croisement entre Seven et From Hell justement quoi. Oui, C'est bien ça les croisements toi. Oui. C'est assez juste et c'est un film très ambitieux qui je pense enfin ce serait bien que le film ait la diffusion qu'il mérite. Je sais que malheureusement en France il va sortir directement en VOD et DVD. Il est sorti en tout cas en Angleterre en salle, je crois aux US aussi il a une sortie je crois. Et parce que avec celui-là déjà avec Insensible, Juan Carlos avait prouvé qu'il fallait compter sur lui. Avec celui-là en termes de maîtrise cinématographique il fait encore un grand pas en avant et c'est vraiment un très très bon quelqu'un qui maîtrise à la fois la forme et le fond et qui donne une vraie expérience. Enfin, quand on voit le film en salle on en a pris plein la gueule parce que c'est très beau, on a vu des personnages vivants, une histoire vraiment intéressante donc non là encore un gros client quoi. Et c'est Juan Carlos sera là du coup pour présenter le film aussi, cool. Répondre à vos questions après. Juan Carlos qui est français. Oui. J'ai dit ça tout à l'heure. Si, non, mais parce que je le sais depuis pas longtemps. Ah oui, c'est vrai que je pensais qu'il était espagnol. Oui, Juan Carlos qui est franco-espagnol. Voilà. Toutes les personnes qui ont des noms consonances un petit peu latines ne sont pas forcément voilà. Fausto Fazulo par exemple. Je suis russe évidemment, oui. comme chacun sait. Alors ensuite c'est Dave Made a Maze. Ah t'as pas fait de lien du coup avec le prochain là, non, je vous prends par surprise. Golem, Londres. Alors Dave Made a Maze. Alors ça je peux le faire. Ça c'est le film de Cyril quoi. Ah. C'est mon bébé. Voilà. Alors je vais faire c'est un film en carton hein. Je vais faire le résumé qui va encore faire un croisement et tout, mais ce sera un mélange entre Cube et Michel Gondry. Ce serait Cube réalisé par Michel Gondry en fait. Pourtant je suis pas fan des longs métrages de Michel Gondry, même si j'ai un long passé avec Michel Gondry, je sais pourquoi. Si on fouille un peu sur la toile on trouvera des sacrés dossiers. TMTC quoi. J'ai été pendant un petit moment webmaster de Michel Gondry, donc voilà, mais c'était à l'époque où il faisait pas encore de long. Et du coup avant internet en plus. Là le principe, je vais faire le résumé. Non, c'était non, webmaster idiote. C'était webmaster mais par courrier. Voilà, par courrier. Le principe en gros, je vais faire très simple parce que c'est important pour expliquer le film. C'est en gros un mec, enfin une nana, elle rentre chez elle, et puis en fait son mec pendant son absence, il a construit une sorte de cabane en carton dans le salon quoi. Et elle lui fait bon bah t'es où? Et elle entend la voix à l'intérieur du carton et il lui fait bah je suis là, je suis ici, je suis coincé. Puis elle lui fait ouais c'est bon super sort. Enfin en gros c'est une niche. Enfin c'est vraiment une niche dans le salon quoi. Et il fait je peux pas sortir, je suis coincé. Il lui fait ah tu me saoules et tout. Puis elle va pour rentrer. Il lui fait non ne rentre pas, tu vas te coincer toi aussi. Donc ça la saoule, elle attend dehors et tout. Puis en fait la construction elle est bizarre. Il y a la fumée qui sort, il y a des bruits. Enfin et on a plein d'amis à eux viennent et tout. Tout le monde se pose la question de savoir ce qu'il y a dedans. Puis il y en a un qui dit bah on va rentrer. Et il rentre. Et effectivement dedans c'est un énorme labyrinthe mais genre gigantesque. Et en fait il se retrouve perdu là-dedans. Il y a une vie à l'intérieur. Il y a des bestioles. Il y a un minotaure qui les attaque. Enfin, c'est un film vraiment hyper inventif. Chaque instant tu as quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est le Did It Yourself poussé à son maximum. C'est vraiment un film fabriqué avec du carton. C'est ça. Mais c'est vraiment c'est le genre de film que j'adore voir où je sais jamais. Tu parlais tout à l'heure, on sait jamais ce qui va se passer après. Ben là je ne sais jamais ce qui va se passer. Et ça m'a vraiment ravi. J'étais émerveillé quand j'ai vu ce film-là. Je fais c'est génial et tout. J'ai eu mon. Du coup c'est plutôt fantastique tu dirais. Ça c'est fantastique à 100%. Mais c'est vraiment le. Putain moi je me fais voir comme un con quoi. Putain je suis pas aidé hein. Et donc voilà c'est mon petit coup de cœur pour le festival quoi. Il est vraiment top, hein. Vraiment, c'est super sympa, super original. Et moi qui déteste Gondry, voilà, au moins les auditeurs vont pouvoir être rassurés. Si vous n'aimez pas Michel Gondry, vous pouvez aller voir Dave Made a Maze. Carrément. C'est vrai que moi le côté carton au départ, je me suis dit des personnages avec en mousse, et des trucs comme ça, des petits vélos des petits vélos animés en stop motion et puis les musiques insupportables. Je me disais ça va pas être possible et tout, je vais pas supporter. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Vraiment, j'ai adoré le film aussi. C'était vraiment super quoi. Et thématiquement, ça c'est intéressant aussi. C'est un film sur la créativité, comment c'est se déborder par sa créativité, quand on la canalise pas. Par sa créativité, donc dans un labyrinthe. Exactement. La métaphore, la vie est en carton. Et voilà. On espère que ça fera un carton du coup. Ouais. Voilà. C'était magnifique. À la transition. Hop, c'est coché. Tragedy Girls. Wow. Mais si, c'est vachement bien. Ouais. Tragedy Girls, ce qui est rigolo, c'est que c'était à la fois pas voulu au début, mais finalement ça a été voulu et c'est une très bonne idée. Il est placé juste avant le nouveau film de Joseph Kahn. Et Tragedy Girls, souvent j'explique aux gens, c'est une sorte de detention-like, c'est-à-dire un film très pop qui se passe sur les campus avec sur les millennials. Mais en fait le film est assez rigolo, très bien foutu. C'est vraiment assez enlevé comme réalisation. C'est un peu le Scream 2.0. Voilà. J'ai trouvé moi en fait. C'est-à-dire que il y a
y a le côté adolescent fasciné par les tueurs, puisque le pitch c'est deux gamines, deux lycéennes qui fans de réseaux sociaux et un petit peu dérangées légèrement, qui veulent capturer un tueur en série, un tueur de slasher un peu pour qu'il leur apprenne les ficelles en fait. Donc à partir de là, tout ne se passera pas comme prévu, mais c'est vrai que le film a un côté postmoderne, mais fait exprès, voilà, il n'est pas juste là pour ricaner sur le genre, et tout, voilà, c'est justifié sur le discours qu'il porte. Alors après, un discours, bon, les jeunes, les réseaux sociaux, qui pas toujours très fin, pas très nouveau, très fin, mais en revanche, il y a un rythme, il y a aussi un abattage. Messieurs. Il y a aussi un abattage des comédiennes, le duo de comédiennes, elles sont vraiment excellentes. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on voit dans plein de séries, des acteurs assez plutôt bons qu'on voit dans le film. Oui, les seconds rôles, notamment le grand costaud qui joue dans The Strain, dont je ne me rappelle pas le nom, mais il y a aussi le coach sportif là qui joue dans The Office aussi. Enfin, il y a plein de gens qu'on voit dans plein de séries et tout. Et une des deux héroïnes joue la sidekick de Colossus dans Deadpool, celle aux cheveux rasés. L'autre a aussi joué dans un X-Men. Ah oui. On n'a jamais autant donné le nom. Ah bon, bref. Voilà, le name dropping de ouf. La meuf avec les cheveux et le nez et la bouche là. Qui est à côté du gars. Voilà. Et non, c'est plutôt fun, ouais. Et peut-être pour prendre un peu de distance justement par rapport à la compétition, là quelque part je fais un peu ce que Véronique devrait faire, mais ok. Non mais c'est juste que pendant que vous parliez du film, j'étais en train de compter et comme le fromage sur exactement comme le fromel et bref et sur les 10 films, parce qu'il y a 10 films en compétition, donc il y en a plus que l'an dernier. Il y en a deux de plus, même que depuis toujours. En fait, on n'a jamais fait autant de films. Et là, en revanche, on a vraiment une dominante qui, pour une fois, n'est pas nord-américaine. C'est-à-dire qu'on a 4 films américains sur les 10. C'est pas mal, mais on a eu parfois on va dire des quotas américains bien plus élevés. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu la chance de voir des films très intéressants du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique, mais du Sud, et un peu de France aussi, d'une certaine façon, puisque même si Sian Ghost est une coproduction française, donc on a, c'est vrai, une sélection qui est un petit peu plus métissée d'une certaine façon. Et surtout les gens des fois me disent mais pourquoi des films vous l'avez pas mis en compétition et pourquoi des films vous l'avez mis en compétition. En fait, pour être simple, on ne dit pas forcément ça, on l'a jamais trop expliqué, mais on met en compétition souvent les premiers et seconds films en fait. C'est pas un troisième film s'il faut, mais voilà, l'idée c'est vraiment mettre les jeunes auteurs en avant via la compétition. Saga Takeshi Miike qui a déjà fait 100 films, on va pas le foutre en compétition, il a pas les mêmes budgets, il a pas le même niveau d'expérience, enfin ce serait pas cohérent. Donc c'est aussi pour ça que cette année on a beaucoup de films de tous les styles, de tous les pays, parce qu'on a pris on a pu faire beaucoup de films américains, parce qu'on a beaucoup de films américains en compétition, on aurait pu les inclure, on aurait pu mettre les films de Bustu Mori, Leatherface en compétition par exemple, mais c'était pas logique. Même hors compétition, quand tu regardes finalement, on a beaucoup de films japonais cette année, on a encore du français en coproduction avec le Japon, enfin c'est vrai que cette année l'Amérique est représentée, mais moins que les années précédentes. Voilà. Et représentée j'ai essayé de faire mon travail, donc il y en a un dont on n'a pas parlé qui est américain, et c'est 68 Key. Et comme pour The Endless, même si c'est pas aussi direct que The Endless, c'est aussi un film qui est lié à un ancien Grand Prix du festival. Ouais, tout à fait. Chips Thrills. Voilà, c'est un des deux scénaristes de Chips Thrills, Trent Haga. Qui donc, Fausto, c'est toi qui as vu, je crois, le film en premier, tu l'as vu à Cannes. Ouais, c'est à l'instar de Chips Thrills, on est sensiblement dans le même type de production, petit budget, comédie, très méchante, peut-être plus graphique d'un point de vue gore que ne l'était Chips Thrills, et avec toujours cette idée de gratter l'Amérique là où ça la démange et là où elle n'a pas envie qu'on mette le doigt. Là en l'occurrence on est dans une société, on va dire, prolo, white trash, et au-delà du contexte sociétal, il y a quelque chose de très drôle dans le film. C'est effectivement ce discours en fait sur la faiblesse des hommes, puisque c'est vraiment un film sur ce sujet-là, et sur la façon dont va être embarqué en fait un gars par amour. Il va aller très très loin, il va aller trop loin même, et pour le coup le film est vraiment assez brillant dans sa mécanique gaguesque en fait, c'est-à-dire que vraiment ça va hyper loin, et du coup le film en devient gentiment dérangeant, et rien que pour ça c'est probablement
le feel good, feel bad movie du festival, je pense. C'est-à-dire qu'on est un petit peu balancé en fait d'une émotion à l'autre. Et puis surtout ce personnage de minable qui suit donc sa gonzesse dans un braquage qui va évidemment tourner mal. Hein. Je ne spoil rien, c'est dans le pitch. Hein. Enfin, c'est dans le résumé en fait du programme et du catalogue. Eh bien, je perds le fil de ce que je disais, mais en tout cas, ce personnage-là est l'un des plus absurdes, drôles, à la fois tête à claque et en même temps aimable de la programmation du festival. On passe au dernier film en compète, qui est pour le coup japonais, c'est Ajin de Be Human. Alors c'est une adaptation d'un manga, d'ailleurs on a beaucoup cette année, on en parlera après d'adaptation de manga et donc d'animé. Ça fera une bonne transition. Bah, tout à fait. Donc c'est pas un premier film, c'est pas un second film, ça c'est un des rares de la sélection qui a pas cette cassette là, mais en fait on voulait mettre un film asiatique au moins dans la sélection de la compétition, parce qu'on en a pas souvent en fait. Donc sur celui-là pourquoi pas, en fait c'est donc il avait fait, j'ai pas le nom du réalisateur, c'est horrible, mais il avait fait avant les Bayside Shakedown, hein, qui étaient des qui sont des gros succès au Japon. C'est un gros artisan télé et ciné. Voilà, et c'est vraiment un pilier, une sorte de faiseur de qualité. C'est ça, c'est un faiseur. C'est de qualité. Voilà. Et Ajin, donc en fait, le principe en gros, c'est des sortes d'humains qui sont immortels, qui sont altérés, on va dire, et qui sont capables de se faire couper un bras sans avoir de problème avec ça. Et en fait, quand ils se tuent, quand ils se suicident en se tirant dessus, ils vont se régénérer, du coup leur bras va repousser, du coup ils utilisent beaucoup ces capacités là pour pouvoir justement se battre et tout. Ils peuvent faire des avatars, on va dire, chacun une sorte d'avatar un peu plus puissant qui peuvent contrôler et tout. Donc c'est un gros film d'action japonais, assez fun, parce que c'est tout ce délire sur les mutilations et pas mal utilisé dans le film. En fait, les mecs passent leur temps à se découper machin et tout, et ces fois c'est utilisé assez intelligemment dans le scénario. Voilà, c'est vraiment rigolo quoi. Puis c'est tiré d'un manga à succès qui est publié en France, qui a lui-même enfanté une série animée qui est diffusée sur Netflix. Ouais. Avec puis le pitch en plus part d'un truc assez très japonais, c'est-à-dire c'est un lycéen qui découvre, qui ne savait pas qu'il était un Ajin, donc un être doué de ce pouvoir, et qui le découvre par un accident. Et en fait les Ajins sont poursuivis, je crois, pour leur pouvoir. Ils sont considérés comme une menace pour le reste de l'humanité. Ils sont donc pourchassés. Ce qui est bien dans le film, c'est que le côté origin story est très vite expédié, ça va très vite dans l'action, et en fait j'avais peur que ce soit ça en fait qui nous mette un temps fou un peu à la... Non, c'est un actionneur. Voilà, ça n'arrête pas. Le film est pas forcément hyper intelligent, mais au moins il est efficace. Les scènes d'action sont vraiment bien, et voilà, ça fait le job. J'imagine que sur grand écran, c'est vrai. Et surtout, les scènes d'action reposent sur les capacités en fait, des Ajin. C'est ça, il y a les bastons entre les avatars, et là c'est vraiment hyper bourrin. Soit c'est les humains entre eux, et comme je disais tout à l'heure, c'est ce côté on s'en fout de se prendre une bastos et tout, on peut se régénérer. Donc le principe, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à chaque fois ils empêchent que les mecs se suicident, parce que s'ils se suicident, ils reviennent encore plus fort et tout. Donc c'est assez rigolo là-dessus. Et c'est une première internationale, c'est la première fois que le film est montré hors du Japon. Il est sorti là il y a fin septembre ou début octobre au Japon, donc c'est plutôt une belle avant-première qu'on propose là aux spectateurs du PIF quoi. Et puis ce sera l'occasion, si vous aimez le film, de vous procurer le manga qui est sorti chez Glénat, ou si vous êtes fan du manga, venez au PIF pour voir cette adaptation en live. Surtout que là on a fait le tour de la compétition, et je rappelle juste que c'est le public au PIF qui vote pour les films. C'est vous qui décidez. Donc venez les voir, votez, glissez votre choix dans la. Et je suis très curieux cette année avec tous les films. On a frôlé. Heureusement que c'est pas l'un de nous, garçon. Mais comme tu disais tout à l'heure par rapport à la compétition, je suis très curieux parce que cette année on a vraiment tous les styles. Ouais, c'est vrai que pour le coup, on a toujours plus ou moins se dire tiens lui il a une chance et tout plus qu'un autre et tout. Cette année je suis incapable de savoir. L'année dernière on le savait. Ouais. On le savait. C'est grave qui allait gagner. Les gens vont croire qu'on a Non, mais on le savait, on savait bien. On voyait qu'il y avait, déjà un enthousiasme pré-festival. Le film était précédé d'une réputation qui était assez démente. Et dans la salle, c'était fou. Dans la salle, c'était fou. Voilà. Tout est cette année, je vois pas qui peut s'en sortir. Quoi. Si c'est Dave Medemez, je sais que t'auras influencé le vote, c'est tout. J'aurais mis des coupons en carton dans le bulletin de vote. Non, et puis surtout, il y a vraiment au-delà des pays représentés, des filmographies de réalisateurs plus ou moins expérimentés, il y a vraiment des ambiances mais hyper tranchées quoi. Des expériences de cinéma. Propositions de cinéma différentes. C'est ça, des propositions de cinéma. Non mais passer de Sicilian Ghostery à Revenge, même Tragedy Girl, même jour t'as Tragedy Girl et Sicilian Ghostery, ou Tigers Are Not Afraid avec 68 Kills, on se retrouve vraiment, c'est deux salles, deux ambiances quoi. C'est comme une gigantesque boîte de nuit en banlieue parisienne où vous pouvez passer de la house à le Macumba. Voilà, c'est ça, c'est formidable.
Du coup, comme suggérait Laurent, on peut enchaîner sur les autres adaptations. Il y en a plusieurs, les adaptations de manga hors compétition là pour le coup. Et il y a même aussi l'inverse, il y a une adaptation d'une BD française faite par des Japonais. Ça aussi, c'est assez ça c'est fou. Ça. Bah vas-y, commence par ça alors. Alors là, du coup, on twiste un petit peu la transition, mais c'est intéressant. Mutafukaz, donc une BD française signée par Guillaume Renard, qui est Chenapan, qui est une BD qui mêle des ambiances, des ambiances hip-hop, latino, un peu monde du tatouage, du graffiti, etc. Complètement barré. Sur deux potes, dont un crâne, une tête de crâne, et l'autre, je ne sais pas, une tête toute noire avec des gants violents. Une tête de crâne avec des flammes sur la tête quand même. Tout à fait. C'est un mini Ghost Rider, sans moto. Et qui sont persuadés que des extraterrestres envahissent la ville et se lancent dans une course-poursuite totalement folle. Fausto, je sais que tu es particulièrement friand d'extraterrestres qui se lancent dans des courses-poursuites particulièrement folles. Donc je sais que tu non, c'est super, Mutafukaz. Ouais, c'est super. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Vraiment, quand je suis là, j'ai fait, putain, c'est mortel. Je pensais que tu parodies en fait les accroches qu'on trouvait sur les affiches. Non. J'ai vraiment été super, enfin, on m'emballait quand on l'avait vu. Ouais. Et puis c'est un film dont on avait passé un teaser, non pas un trailer, mais un teaser lors de la nuit Japanimation il y a 2 ans maintenant. C'était au Grand Rex. Ron était dans le jury. Ron était dans le jury court-métrage. Encore une fois, c'est la grande famille du rien sans rien. C'est vraiment beau. Et du coup, c'est une production qui est passionnante à raconter, et je pense que Ron, qui sera présent pour la séance justement, le racontera très bien. En plus des doubleurs, les rappeurs Gringe, ouais. Et aussi Red One qui sera là, et Toxic Avenger qui a fait la musique, on en parlera aussi. Donc la totale. Vraiment brochette de stars. Voilà. Je pense que Pure People va couvrir le festival de manière très dynamique. Mais non, tout ça pour dire que c'est un projet qu'on suit depuis longtemps. C'est un projet dont la genèse est vraiment passionnante, et Ron va vous la raconter, puisque si on commence ici à parler du temps qu'il a mis, parce que voilà, on le sait, faire du cinéma d'animation, c'est une vraie course de fond. Là en plus, il a travaillé avec des équipes japonaises, avec le studio 4 degrés C, donc ça a été très intéressant, très performant, mais aussi très compliqué, j'imagine, par moment, puisque c'est un choc de culture, de civilisation, de méthode de travail, de tout ce que vous voulez. Et au final, en fait, le résultat est vraiment hyper satisfaisant, puisque on a finalement un film qui ressemble à de l'animation japonaise sans en être vraiment, à quelque chose de très européen, mais ne l'est pas vraiment non plus. Est-ce que c'est un peu la même, quelque part la même hybridation que Amer Béton? Ouais, il y a de ça, mais il y a encore un plus marqué, je trouve, il y a encore un autre feeling, quoi. C'est-à-dire que et puis c'est un film qui, de toute façon, la BD déjà portait toutes les obsessions de Ron. Là, elles sont déversées littéralement. Vraiment chaque photogramme en fait est rempli d'indices, de clins d'œil. Enfin, c'est vraiment un univers complet que Ron a livré, qui avait déjà dans Mutafukaz, mais là il est vivant, et il nous explose à la figure vraiment à chaque seconde. Et ouais, comme le disait Cyril, c'est un film qui est hyper galvanisant, moi je suis pas fan en fait du cinéma d'animation français, j'avoue que ça m'emmerde un petit peu, et pour le coup on se retrouve avec vraiment une production qui est à la croisée des genres, et qui propose quelque chose d'assez unique. C'est fat. Et c'est une coprod Ankama aussi, donc. Et c'est une coprod Ankama dont on avait diffusé il y a 2 ans de ça, Dofus. L'excellent Dofus. Ouais. Et il n'y a toujours pas de date de sortie. Insuccès non mérité. Ils sont en train normalement de trouver un distributeur, c'est en cours d'eux, donc je sais pas plus. Donc il vaut mieux venir le voir au pif. Oui, surtout en plus c'est la première fois que le film est montré avec toute l'équipe de doublage, ce qui n'était pas le cas ni à Vancy, ni à l'étrange festival, ni aux endroits où il est passé. C'est la première fois qu'il est montré avec tout le monde. C'est la grosse projection. On a donc aussi, on en a un peu parlé, de Toxic Avenger, qui a fait la musique du film, et qui est la musique, elle est mortelle dans le film et tout, quoi, avec des bonnes infrabasses qui déboîtent et tout. Non, vraiment ça sera vraiment une belle séance en tout cas, et puis surtout dans ce bel écrin qui est le Linder, voir un film pareil, c'est cool. C'est bel écrin. Oui, écrin. Et donc les autres films adaptés de manga? JoJo's Bizarre Adventure Diamond is a Breakable Chapter 1. Ok. Voilà. J'avais dit le petit nom, moi.
JoJo's. Écoutez, donc film de Takashi Miike qui n'est plus à présenter, adaptation d'un manga fleuve plus culte cultissime. Plus culte fleuve. Manga gaga. C'est vrai que ce manga est particulièrement long et fou en plus. Pour le coup d'ailleurs. Franchement, c'est juste avant que tu commences, mais c'était l'adaptation que tout le monde redoutait, parce que quand on a lu le manga, on se dit c'est simple, c'est vraiment, pour le coup, ça paraît un peu gavé de le dire, mais c'est vraiment inadaptable, quoi. Vraiment. Ils ont adapté le seul, parce qu'en fait le manga est divisé en grandes époques. En fait, on suit les descendants de la famille Joestar. Voilà. Donc chaque époque. Oui. Ouais. Ça se trouve, c'est de la on sait pas. Tu fais super bien. Je fais Godzilla et Joestar, je fais les deux hyper bien, quoi. Et voilà. Et donc, il est vrai que par exemple, moi, je sais que mon époque préférée, c'est la 2, Stardust Crusader, qui pour le coup se passe à peu près dans tous les quatre coins du monde, dans les décors les plus barges qu'on puisse imaginer. C'est littéralement inadaptable à moins d'avoir 300 millions sous les mains. Valérian. Donc là, ou de faire Valérian. Donc là, non, pour le coup, c'est un des chapitres les plus adaptables puisque toute l'action se concentre dans une petite ville. Une seule ville, oui. Avec donc un cadre plus familier et moins coûteux. Donc c'était peut-être une des seules qu'il était possible d'adapter correctement en tout cas. Tout à fait. Et pour le petit détail rigolo, tourné à Sitges. Oui. Alors que c'est censé se passer au Japon. Voilà. En même temps, ce qui apporte en effet un décalage et qui fonctionne très bien. Parce que déjà, dans la BD, la ville, dans ce chapitre qui est décrite, est assez européenne. Tout à fait. Et là, pour le coup, c'est vrai que. Alors, j'imagine en plus que le choix de CJ, c'est peut-être pas un très étranger au fait qu'il y va chaque année quasiment. Donc, c'est vrai que c'est très drôle pour ceux qui connaissent CJ. Il y a des trucs qu'il a pas retouché. Il y a un restaurant de takoyaki, donc les boulettes de poulpe. Et à un moment, il y a une scène où les personnages parlent devant, en fait, et c'est un restaurant de takoyaki qui en plus c'est à côté d'une salle de cinéma, donc quand on va aux projections on passe devant, et il a absolument rien touché en fait. Il a laissé effectivement les pancartes japonaises, la pub pour la bière, je crois, ce genre de truc. C'est assez drôle. Ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté du Prado. Voilà. C'est vraiment ce genre de truc un peu à pif-fiou, quoi. Pour ceux qui connaissent, le restaurant de takoyaki à Sitges, c'est à côté du Prado. Voilà. Et c'est vrai, quand tu regardes dans les coins du cadre, parfois tu vois encore des petits détails qui trahissent le côté espagnol, un camion poubelle qui passe, des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que Miike a dit justement que il lui fallait des extras, il lui fait de la figuration, donc il a littéralement en fait siphonné en fait la population asiatique de Barcelone, de Sitges et de Catalogne. C'est comme Karaté contre Mafia qu'on avait passé. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup en fait toute la communauté asiatique, donc pas forcément japonaise, il doit y avoir des Vietnamiens, des Chinois, des Coréens, probablement quelques Japonais expatriés en fait qui sont en Catalogne, et bien on servi d'extra et se retrouvent au fond du cadre en fait pour peupler la ville dans JoJo's. Et du coup, l'autre film adapté d'un manga et de Takashi Miike, ça fait un combo. Blade of the Immortal, le 100e film de Takashi Miike. Ça, t'avais envie d'en parler aussi. C'est l'habitant de l'infini. L'habitant de l'infini qui est un chef-d'œuvre. Manga fleuve. Voilà. Un petit peu moins fleuve. L'habitant en un seul mot, attention. Voilà, c'est Off the Fleuve du coup. C'est ça. Juste 30 tomes, je crois. Oui, voilà, petit comparé à Jojo. Qui était à Cannes cette année d'ailleurs en sélection non officielle, mais non en compétition. Sélection officielle, hors compétition, ouais. C'était le meilleur film de Cannes, franchement. Qui est donc un Shambara fantastique. Voilà. Sachant que Miike est quand même plutôt bon dans le Shambara. C'est un Shambara sérieux, c'est pas un Shambara sérieux à merde Harakiri, c'est plutôt à la Azumi. Tu ne peux rien faire plus sérieux qu'Harakiri en fait. C'est un plus à la Azumi, c'est plus de fun et tout. Je mets entre les deux. Ouais, non, c'est quand même, il y a des moments très dramatiques. Le manga est encore plus dramatique. En fait, c'est marrant parce que quand on voit JoJo's, quand on lit le manga, on se dit c'est très compliqué d'adapter tel quel, et finalement le film est ultra fidèle, même à un tel point que si vous n'avez pas lu le manga, il y a des détails, vous allez dire qu'est-ce que c'est ce bordel, alors que Blade of the Immortal finalement trahit quand même pas mal le manga d'origine et le rend finalement plus pop que ne l'était le manga de par son ton, même s'il conserve la dramaturgie, de par la couleur aussi. Oui, complètement, puisque le manga est comme 99,99% des mangas entièrement noir et blanc, mais du coup Blade of the Immortal avait une espèce de souffle tragique sur la longueur, puisque le film se raconte sur plusieurs années avec des personnages qui arrivent, qui prennent de l'importance, qui meurent, etc., qui a un souffle un petit peu qu'on peut comparer presque à La Pierre et le Sabre, fameux duo de livres japonais parmi les plus grands de la littérature japonaise. Et finalement peut-être qu'on retrouve pas ça dans Blade
Blood of the Immortal de Miike parce que tout est condensé. Mais en revanche, c'est un pur plaisir. Le film n'arrête pas. Pour le coup, il y a un rythme de dingue. Une ouverture de malade. Oui, ouais. Franchement, où il convoque à la fois l'aspect noir et blanc graphique du manga et en même temps tout un pan du Shambara en noir et blanc. Ça fait penser un peu à Gosha. Ouais, on pense à Hideo Gosha, cette espèce de rage en fait. C'est marrant, c'est la première fois que le film est montré depuis Cannes en France. C'est et il y a qu'au PIF qu'on peut voir ça. Ouais. Voilà. Du coup, on a le Shambara du choix là pour les films. Mais c'est pas possible, mais là, trop de qualité de prose là. Pendant qu'on discute, elle note toutes les idées. Non, mais c'est clair. Je pense que c'est naturel. Mais moi, attends, j'ai un jeu de mots sur un autre film hors compétition. Franchement, je le garde depuis tout à l'heure et là, je vais pas l'oublier. Donc là, je l'ai re-uploadé en fait. Du coup, on continue tu veux sur qu'on les enchaîne films, sur celui-là du coup Ouais. On finit sur le Japon, moi je dis. Survival. Ah oui, c'est vrai, merde. Je fais mon taf, moi. Survival Family. Alors. Qui est pas une adaptation de manga. Non. À moins que. Parce que comme j'aime l'expliquer, c'est un post-apo positif. C'est-à-dire que souvent les post-apocalyptiques, c'est des gens qui se mettent à devenir cannibales, à se bouffer entre eux. Ça va souvent très très mal. Là, c'est un post-apo. En gros, c'est une famille japonaise. Encore plus gentil. Non, c'est une famille japonaise qui ne se parle plus. Enfin, le mari rentre le soir, la mère elle fait tout le boulot, les gamins ils sont avec leur téléphone portable. Enfin voilà, c'est insupportable quoi. Et un jour, panne électrique. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu Ravage de Barjavel, mais c'est le même principe. En gros, il y a une panne électrique qui touche tout en fait sur l'archipel au Japon. Il y avait eu un film de David Cup aussi qui s'appelait Réaction en chaîne avec le même oui, grand film. Voilà. Et donc là il y a donc plus rien, mais bon ils se disent c'est qu'aujourd'hui il y a une panne dans l'immeuble et tout, puis bon ils se posent pas de questions, puis en fait au fur et à mesure du temps, un jour, 2 jours, ils se disent il y a quelque chose qui se passe, puis il y a pas d'information. Vous pouvez vraiment imaginer une grande ville comme Tokyo, il y a plus d'électricité, il y a plus de transport en commun, il y a plus rien, du coup avoir un vélo c'est un luxe, tout le monde se bat pour avoir un vélo, et en fait au bout d'un moment la vie est invivable à la Tokyo, donc tout le monde se barre, il y a une sorte d'exode, et ensuite cette famille qui va devoir bon an mal an s'en aller, et ils veulent retourner en gros chez le grand-père là pour dans la campagne. Donc ils ont une patte carte, ils chopent une pauvre carte genre scolaire et tout, tu vois, et ils partent. C'est un road movie et c'est vraiment super drôle en fait. Le réalisateur est pareil, j'ai pas son nom, mais avait fait Shinobu Yaguchi. Voilà, avait fait Forever Boy avant, ou Roboji. Roboji, c'est un film qu'on avait vu à CGS, qu'on avait vachement aimé, où ça parlait de toujours avec les mêmes préoccupations, voilà, en fait. Que faire des petits vieux, que la famille, là, enfin, c'est un réalisateur vraiment très doué. Enfin, moi, j'adore ce qu'il fait, et là, voilà, très beau film, un très beau discours, des belles images du Japon. Je veux dire un sale mot, mais c'est le feel good movie du festival. Mais le réalisateur justement tient à ce titre de feel good movie director. Ça tombe bien parce que c'est vraiment réputé pour ça. C'est vraiment fun à regarder. Genki Movie. Et souvent les gens me disent tiens, tu conseillerais quel film au pif? Il y en a plein que je pourrais conseiller, mais celui-là je dis franchement je amenez vos parents. Mais voilà, non mais on a ça qu'on l'a mis le dimanche à 11h, c'est un film vraiment on va voir en famille. Voilà, en famille, et c'est vraiment cool, c'est un beau film quoi. C'est pas le truc le plus dingue que vous allez voir dans votre vie, mais franchement vous passez un très bon moment. C'est mieux de dire un film cool qu'un feel good movie, je trouve. Ouais, non mais ça je trouve le mot sale en fait, mais c'est vraiment un film, tu sors de là, t'es content, t'avais un beau truc, t'es content, voilà, c'est un film qui rend heureux quoi. Voilà. C'est un peu comme Intouchable, tout ça quoi. Un peu comme Le sens de la fête, Irréversible. Ce qu'on a fait au milieu. Pour certains, c'est un film good movie irréversible. Mais bon, oh là là, nous ne les jugerons pas. On va rester en famille puisqu'on va parler du film La Grande Famille du Pif, Joseph Kahn. Ah ouais, La Grande Famille. C'est celui-là le jeu de mots? Bien sûr. Ah vas-y. Parce que là, attention, donc alors. Le film c'est Bodied. Et évidence. Attention, non, on avait eu un Rape and Revenge, là on a un Rap and Revenge. Je suis un peu déçu. Et là, pour le coup, c'est un film qui entre complètement dans la programmation du PIF et qui se justifie complètement. C'est un film de genre, c'était pas un Rape and Revenge, mais un Rap and Revenge. Donc vous enlevez le viol par le rap, par les battles de rap, et vous avez un vrai film de vengeance où les armes sont les mots. Effectivement, c'est le film sur lequel il y a son principe du festival fantastique qui n'aurait pas sa place, sauf que le film fait beaucoup d'autres festivals fantastiques dans le monde entier, que beaucoup de gens se posent pas autant de questions que nous. En fait, c'est un film extrêmement pop en fait, et on a une histoire avec Joseph Kahn en fait, que Joseph Kahn était venu présenter Detention en clôture du BIF en 2011, première édition, et ça a été un feu d'artifice pour tout le monde, à la fois pour les spectateurs et pour l'équipe. C'était vraiment un très grand souvenir. Et là, Joseph vient de finir ce film-là. En fait, il a pas montré à beaucoup d'endroits pour le moment. C'est d'ailleurs la première internationale, la première fois qu'il est montré hors du continent nord-américain. Et il nous fait un cadeau parce qu'en fait le film il l'a refusé à énormément de gens, mais il voulait revenir à Paris, il
avait énormément aimé son passage au PIF et il nous a fait confiance. Il a dit moi je voudrais vraiment venir au PIF présenter le film. On a quand même beaucoup parlé avec Fausto parce qu'on n'avait pas encore vu le film. Quand on l'a vu, on a fait putain, le film est bien, mais il est pas fantastique pour un sou. Mais comme on s'est dit, mais il y a plein de festivals qui se posent même pas cette question-là, quoi. Donc évidemment, il est hors compétition. Il y a pas de doute là-dessus. Le film ne peut pas conquérir avec les autres films de la sélection parce que c'est pas la même chose. Mais c'est un film vraiment qui derrière raconte beaucoup de choses sur notre état du monde en ce moment. C'est un film qui parle justement du racisme. Alors c'est un film très américain dans le sens où il se pose encore plus de questions que nous sur ce sujet-là en ce moment, sur voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui le politiquement correct, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire et tout. Ça parle en gros d'un petit blanc qui va infiltrer, qui est fasciné par le monde du rap battle et qui va du coup vous rentrer là-dedans, qui va créer une thèse en fait, qui une thèse là-dessus, et qui va lui-même devenir assez bon là-dessus et rejoindre une équipe et faire des battles en fait. C'est Eminem. C'est produit par Eminem d'ailleurs. C'est toute la boîte de production de 8 Mile qui produit d'ailleurs le film. C'est pas qu'Eminem, c'est aussi les autres producteurs de 8 Mile qui était une autobiographie de Eminem. Voilà. Et c'est un. Après, Fausto, peut-être que tu veux dire que je sais beaucoup. Non, mais t'as juste une blague. T'as bien résumé le film. Non, je vais pas ressortir, c'est un rap and revenge, mais. Et c'est une belle projection parce que ça sera la seule fois que vous pourrez le voir peut-être en France. On sait pas ce que le film va devenir parce que. Tous les films de Joseph sont de Joseph Kahn sont de vrais festivals, des vrais festivals de Cannes, quoi. Voilà. Et il sera là. Et Joseph Kahn sera là. Et Joseph sera là parce que pareil, c'était inconcevable qu'il ne vienne pas, donc il revient, voilà. Il revient. 6 ans après Detention, il vient. Moi, le souvenir que j'ai vraiment de la projection de Detention, qui était peut-être l'une des plus belles projections qu'on a eu au PIF, mais c'est parce qu'il y a eu un avant en fait, que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce qu'on balance ça aujourd'hui? On peut le balancer vite fait. C'est quand même assez drôle, c'est-à-dire qu'on avait le DCP du film. C'est notre première édition. Hein. Voilà, c'est notre première édition. Nous n'avions pas d'argent, mais nous étions quand même portés par une espèce de souffle comme ça. Et donc nous avions un problème à. Mais c'est pas lié à l'argent en fait, parce qu'en fait non, bien sûr. C'est pas été fait dans un laboratoire. Non, mais attends, c'est pas. Je ne dis pas le problème à l'argent. Je dis juste que on avait un souci avec les sous-titres du DCP. À l'heure H en fait de la projection, nous n'avons pas pu lancer la projection en temps et en heure, et donc un peu comme dans 300 de Zack Snyder, Frank Miller, nous arrêtions en fait le flot de spectateurs aux portes de la salle 3 du Grand Opéra Capucine qui voulaient absolument rentrer voir Detention. Joseph Kahn était à l'intérieur avec sa compagne, il s'était déplacé depuis Los Angeles pour voir le film. En coulisses c'était la panique, et en fait l'image que j'ai, mais c'est un souvenir très perso, c'est Étienne qui sort en pleurs une fois que les sous-titres ont pu fonctionner, et qui est arrivé en pleurs avec les bras, ça marche, avec les larmes qui coulaient sur ses joues en fait, et on a pu ouvrir. C'est vrai. Parce que et je crois qu'on a ouvert avec peut-être 45 minutes de retard, quelque chose comme ça. Les gens commençaient à avoir chaud, ils poussaient. À un moment j'ai à peine ouvert la porte de la salle, et j'ai vu peut-être des gens en fait, j'ai refermé illico parce que je n'avais rien à leur dire si ce n'est que ça marchait pas. Les sous-titres n'apparaissaient pas à l'écran, et en fait il a fallu. En fait il y avait une mise à jour à faire sur le serveur, donc c'était même pas notre DCP qui était en cause, c'était le serveur qui n'était pas à jour. Et c'est apparu, et là c'est pas exactement ça, ils ont quand même dû créer une ligne de programme spéciale pour forcer les sous-titres. C'est vrai. C'était un truc de malade, je n'avais jamais vu ça, je n'ai plus jamais revu ça après. La hotline de l'extrême, quoi. C'est ça. C'est un mec à Lyon d'ailleurs qui nous a dépanné, et voilà. C'est marrant qu'un des mecs de Zombies bosse dans la boîte maintenant de ceux qui nous ont dépanné, quoi. C'est fou. Et il y avait un travail, alors on peut lier maintenant de manière assez évidente Detention à Bodide, c'est un énorme travail sur la langue. Alors il y avait Detention, notre équipe de sous-titres de l'époque, Karim si tu nous écoutes, et il était épaulé par qui sur ces sous-titres-là, je ne sais plus. Il avait tout seul, il me semble. Mais c'était colossal. Nous-mêmes, quand on avait vu le film à Sitges, on avait regardé Detention, on avait pris notre pied, on n'avait pas pu tout capter. Et là, pour le coup, Bodide, on est aussi très content de le découvrir sous-titré, parce que on l'a vu la première fois vraiment en VO pur et brut. Et c'est vrai que c'est quand même des rap battles, et que sans sous-titres, c'est dur. C'est Joseph Kahn qui a supervisé le sous-titre. Il nous a demandé si on avait un conseil à lui donner pour un sous-titreur, donc on lui a donné des noms, mais il a finalement trouvé quelqu'un aux États-Unis, et c'est lui qui a tenu, parce que c'est pour les rimes, c'est important, il a tenu à superviser, même s'il parle pas français, il s'est fait entourer de gens. C'est lui qui a supervisé le sous-titrage de son propre film en français, quoi. Nous, on n'a pas encore vu la version sous-titrée français, on va la découvrir en même temps que tout le monde dans la salle, parce que il nous l'envoie. Non, croisons les doigts, en espérant qu'il n'ait pas de Zarma ou de tête de mort. Puisqu'il n'a pas pris un Québécois et qu'il ait fait tabernacle, je vais te prendre pas la tronche, voilà, j'espère que ce sera pas un truc comme ça. On va quand même lui demander de nous envoyer le film avant pour qu'on check quand même le français. En tout cas, il faut pas avoir peur, même si on n'aime pas le rap, on peut venir voir le film, puisque j'en suis la preuve vivante. Voilà, Cyril en est la preuve vivante. Et voilà, si vous avez aimé l'énergie, la fougue, le côté très enlevé de Detention, vous allez retrouver tout ça dans ce film. Et ce qu'il y a à dire, c'est que le film, pour le moment, partout où il passe, il gagne. Dès qu'il y a des prix du public, il gagne tout le temps. Il a gagné à Toronto, il a gagné à Austin, il vient de gagner à Los Angeles. C'est un film qui est énormément
apprécié. Il y a une sorte de fanbase sur internet. Les sur Twitter, les gens sont à fond sur le film. Et vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment. Ça sera, je pense, aussi une des dates marquantes de cette édition. Quoi. Et en plus, c'est un vendredi soir. Donc, et Joseph sera là, on le redit. Voilà. Ouais. Et il y aura Tragedy Girl avant, qui est un film à la Joseph Kahn. Et après, il y aura le maître peut venir après dire voilà. Est-ce qu'on peut dire que Mayhem, c'est un film à la Joseph Kahn un peu aussi? Mais Ça, c'est le film que j'arrive jamais à dire. Mais Costaud. Non, moi je le lirais plus volontiers à 68 Kills dans le côté social. Alors après, tu veux le lier au film de Joseph Kahn juste parce que le personnage principal est un asiatique, c'est ça? Je te vois venir, Véronique. Bah non, parce que c'est un peu trash, rigolo, rapide. Non mais cela dit, en fait, il y a un vrai lien, c'est que c'est aussi un film sur, d'une certaine façon, la discrimination. Et puis, faire de son héros, en fait, un asiatique, c'est aussi un commentaire, d'une certaine façon. Puisque trouver aujourd'hui dans le cinéma américain des héros qui sont des asiatiques, mais vraiment héros, là, je parle pas de personnages secondaires, c'est quand même assez rare. Et là, pour le coup, qu'il est incarné par peut-être un des acteurs asiatiques les plus célèbres du petit écran américain, puisque c'était une des stars de Walking Dead jusqu'à son décès tragique et choquant dans la saison 7. C'est pas très grave, hein, continue à pas la regarder. Commence pas. Attention, décès fictionnel, juste. Oui, vu qu'il est là, du coup. Non, il pourrait être mort après le tournage du film. Mais il est pas là. Il est là ou pas pendant il est mort ou oui. Voilà. Bref, voilà. Et c'est Joe Lynch. Donc Joe Lynch, c'est vraiment le seal of approval du gore addict, quoi. C'est-à-dire que Détour mortel 2, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Avec Henry Rollins, c'est rien que pour ça, mais amour éternel. Et avec une des meilleures scènes de meurtre depuis longtemps, avec la nana coupée en deux. Dans l'ouverture, c'est mortel. Même si c'est un tout petit peu pompé sur Die Hard 3, mais c'est pas grave. Mais Joe Lynch qui est d'ailleurs qui est très pote avec vous allez m'aider à trouver son nom, un autre réalisateur de gore qui a fait les Butchers, il s'appelle Adam Green. Adam Green, voilà, tous deux forment un tandem assez inséparable. D'ailleurs, moi j'ai eu la chance d'aller au Fright Fest cet été à Londres, et ils avaient tous les deux co-réalisé un court-métrage de 20 minutes d'introduction du festival qui était inspiré par des sketchs du long-métrage La 4ème dimension. Bref, donc les deux mecs sont super potes. Mais là où je trouve où Adam Green reste vraiment dans un côté potache, gore, Joe Lynch, 80 qui tourne un peu en rond. Joe Lynch a démontré dernièrement avec ce film dont j'ai oublié le nom. Comment? Elegy? Non, le film avec Salma Hayek. Oui, c'est Elegy. Non, c'est oui, le film où elle se bat contre des yakuza. Oui. C'est en un seul mot. Voilà. J'ai oublié. Elle, ça commence par Elegy. Putain, je vous dis ça tout à l'heure. Elegy, c'est ça? Non. C'est le nom de c'est le nom du personnage. Everly. Voilà. Elegy, c'est genre Everly. Voilà. Avec Everly, voilà, il a démontré. Oui, c'est pas juste. Voilà. Donc oui, avec Everly, il a démontré qu'il était capable d'aller un petit peu au-delà, de sortir du gore référentiel pour faire des histoires un petit peu plus, on va dire, universelles. Et en même temps, Everly, ça reste assez méchant. C'est assez étonnamment bien mis en scène, parce que Joe Lynch jusque-là c'était pas non plus révélé comme un réalisateur à la pointe. Non, c'est sûr, mais ça l'est toujours pas. Hein. Non, mais Everly, il y avait des choses étonnantes, parce que c'est un huis clos, ça se passe quasiment presque dans une seule pièce. Everly, il y a plusieurs gunfights, combats qui se passent dedans, donc il multipliait pas mal les points de vue, les axes, etc. Donc ça c'est assez étonnant, donc content de le voir là avec Mayhem, qui est donc l'histoire d'un asiatique qui se fait virer de sa boîte et qui au moment presque de nommer ses cartons est confronté à une invasion d'infectés, en fait. Un virus qui transforme. Il y a un virus dans sa boîte. C'est un virus qui va empêcher, en gros tout ce qu'on garde au fond de nous pour vivre en société va littéralement exploser. Une désinhibition, mais absolument totale. Ce qui fait que quiconque voudrait se taper quelqu'un sur une table le fera devant tout le monde, et s'il s'agit d'envie de meurtre, là il y a intérêt à courir. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas moyen de soigner cette maladie. Elle est juste là pendant je sais plus combien de temps, genre 8 heures. Il y a une quarantaine en fait sur tout l'immeuble. Et donc du coup, ils vont il y a une quarantaine, et ils sont tous bloqués dans l'immeuble pendant ces heures-là. Évidemment, le mec qui s'est fait virer n'a qu'une envie, c'est aller causer à son boss.
Et pour rester dans le gore, on a aussi Leatherface de Alexandre Bustillo et Julien Maury. C'est qui ça? C'est deux mecs qui font des films en France. Ouais. Qui seront là d'ailleurs. Ah merde, oui, on adore. Julien, je t'adore. Plus qu'Alexandre d'ailleurs. Oui, Alexandre. C'est des enfants de Mad Movies, enfin plus Alexandre que Julien, mais de facto c'est d'ailleurs on avait déjà passé un film 2 hors du PIF, mais dans une nuit du PIF on avait passé aux yeux des vivants dans la soirée, la nuit du slasher, première européenne du film de l'année. C'est vrai. Et donc c'est un binôme qu'on suit depuis longtemps, qu'on apprécie énormément, et là ils sont en commande rien que moins qu'une préquelle à Massacre à la tronçonneuse. Et donc c'est un projet qui a été développement, on va dire, pendant un petit moment. Eux-mêmes ont fini le film et il est resté très longtemps pour pouvoir sortir. Et là, enfin, il sort. Et malheureusement, ce sera la seule projection publique du film en France parce qu'il sortira en vidéo directement en janvier. Donc soyez là. Voilà, vous pouvez le voir en salle en présence du réalisateur. Il y aura aussi normalement Olivier François qui viendra pour les effets spéciaux. Et on vous proposera aussi, exclu mondial, de pouvoir découvrir la vraie fin et le vrai début du film. Tout est vu avec Metropolitan, il n'y a pas de soucis Fausto, tu regardes bizarrement. non, mais en fait, ça sera en bonus sur le DVD Blu-ray, mais du coup, on pourra voir sur grand écran. Et avec les commentaires des réalisateurs. Voilà. Pas en même temps que les images, voilà, surtout. On passera le film normalement, et après au début des Q&A, on pourra vous montrer et comme ça, ils pourront en parler plus facilement, ils pourront expliquer pourquoi, ils n'ont pas forcément eu. Ça, c'est très très rare, ce genre d'occasion dans le festival. Parce que là, pour le coup, directement, on peut découvrir le film et après un petit peu l'envers du décor. Voilà. Il défend le film dans le sens où il joue le jeu de la promo et tout. Mais en plus, c'est un film qui est quand même, malgré les épreuves qu'il a traversées, qui reste très intéressant et assez étonnant parce que on n'imagine pas immédiatement en allant voir un Leatherface. En allant faire un Laser Quest, on s'attend pas en fait à voir Alexandre Bustillo et Julien Maury. On s'attend pas en allant voir un Massacre à la tronçonneuse à avoir une ambiance qui se veut, quand ils ont eu la liberté, à mi-chemin entre du Malik et du Rob Zombie. Voilà, c'est pour le coup, je trouve que c'est une approche assez couillue qui en même temps est étonnante, mais en même temps, quand on réfléchit au projet, à ses racines, qui n'est pas si tiré par les cheveux que ça, et ça donne au film une singularité de ton assez rafraîchissante. En plus, le pitch de départ, c'est-à-dire ces ados qui s'échappent d'une institution psychiatrique, et on sait que l'un d'entre eux deviendra Leatherface, mais lequel, c'est assez excitant sur le papier. Mais lequel? Et ça, du coup, c'est le samedi soir à 21h45 et c'est suivi d'une séance de minuit pour la séance interdite. Non, c'est pas la première séance de minuit du PIF, on l'avait déjà fait en 2012 avec VHS, on avait fait une séance de minuit à l'époque. Et donc, c'est la séance interdite, c'est Downrange. Ah, ça, c'est mes chouchous. Mes deux chouchous, moi, c'est Downrange et Dave Mays. Alors, Downrange, donc c'est Ryuki Kitamura. Ryuhei Kitamura. C'est comme pour Stephen King. Non, c'était quoi Pourquoi Ryuki? Je sais pas pourquoi. Stephen. En plus, je croyais que tu l'avais dit tout à l'heure et j'ai pas osé te corriger, mais je dis toujours ça. Mais c'est Ryuhei Kitamura. Et donc, en fait, c'est donc un film américain qu'il a fait comme Midnight Train et comme No One Lives. Rappelons peut-être Kitamura, donc un peu un self-made man japonais qui a commencé tout seul dans son coin avec un petit film bricolé versus. Non, c'était Don Touell avant. Oui, c'est vrai, oui. Don Touell puis Versus, et Versus s'est fait exploser. Versus au grand public, Gérard qui, quand il a débarqué en France, a mis quand même une petite clacasse à tout le monde. Et depuis, a fait beaucoup de films au Japon, des films pas toujours égaux au niveau qualité, mais toujours avec une sorte de maestria visuelle. C'est un mec qui s'est tourné. Le mec sait utiliser une caméra, le mec il a une énergie, ça c'est indéniable. Il est généreux dans ce qu'il montre souvent, il n'hésite pas à montrer frontalement tout ce qui se passe et tout. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces de Downrange. C'est un film très simple dans son scénario. C'est en gros une bande de jeunes en bagnole qui roulent sur une route aux États-Unis. Tout d'un coup, le pneu a crevé, il s'arrête, il répare le pneu, il discute et tout. Puis le mec qui répare le pneu, tout d'un coup, se rend compte qu'en fait il y a une douille qui tombe. Et en fait, il a pas crevé sur un clou, c'est qu'en fait quelqu'un a tiré dessus. Et très vite, il se rend compte qu'en fait qu'il y a un sniper dans un arbre derrière qui va les dégommer un par un, et à partir de là c'est ce qu'on appelle un high concept movie. C'est en gros c'est que faire avec ce sniper, d'où il est, comment faire pour s'en sortir et tout. Et le film est assez malin pour constamment relancer l'intérêt, et c'est vraiment ultra fun. C'est une séance de minuit parfaite, c'est totalement immoral. Je vous dis pas ce qui se passe dans le film, il y a des moments où on dit oh là là, il va quand même super. Il y a un côté un peu Larry Cohen dans le pitch, quoi. Oui, on pense forcément à Funboss, quoi. C'est du Larry Cohen, mais c'est vraiment fandard. C'est vraiment la séance de minuit. Une fois un film comme ça, vous voulez un truc un peu rentre dedans pour la séance de minuit. Quand on a vu le film, on s'est dit putain, celui-là c'est parfait, quoi. Il va coller pile poil et tout, quoi. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir un Kitamura à nouveau. Donc il avait fait Midnight Train, donc comme je disais, c'est un peu dans cette veine-là, un peu rentre dedans et tout, quoi. C'est vraiment le film super sympa. C'est une première française en plus, première fois que le film sera montré, du coup. C'est un peu une fois sur deux en plus, pour le coup, avec Kitamura, voilà. puisque No One Lives. Avant, il y avait surtout une mauvaise adaptation de Lupin.
C'est vrai qu'il a fait ça au Japon, ouais, c'est vrai. Un truc qui était vraiment pas bon. Avant No One Lives, il y avait des moments qui étaient très inspirés. Il y a des idées un peu folles, hein, quand même. Il y avait des trucs assez fous, comme le mec qui se cachait dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est assez barge, mais en même temps, c'était pas dément. Et moi, j'adore Midnight Train. Toi aussi, Laurent, je crois. C'est vraiment... À part les effets numériques gore qui étaient pas ultra. Mais ils sont tellement inventifs. Bien chorégraphiés. Le film a une super ambiance. La Versus là, avec beaucoup de latex, avec des caméras qui sortent en travelling arrière d'une tête. Voilà, un peu comme dans Versus, c'est assez rigolo, quoi. Sam Raimi. Voilà, Sam Raimi, mort ou vif dans l'esprit, quoi. Voilà, c'est vraiment. Moi, j'avais été étonné de voir une idée de mise en scène complètement barge dans Azumi durant le combat final où la caméra tournait sur l'axe d'un tronc d'arbre sur lequel les deux personnages étaient en train de se battre. Et j'ai revu cette idée après dans iRobot de Alex Proyas. Et je m'étais dit, tiens, Alex, il a vu les mêmes films que nous. Donc voilà, séance de minuit. Voilà. Et maintenant. Et du coup, on va passer à la séance culte. Donc chaque année, il y a 3 films qui. On fait pas les cours. Les cours inter, non? On a 2 séances, on peut parler rapidement. Il y a 2 séances de court-métrage. Donc, la séance de 11h le samedi, qui est la séance des courts-métrages français, et qui a un jury plutôt prestigieux, n'est-ce pas? Totalement prestigieux, même. Avec. Forte dose de prestige. Vous voulez le citer ou je le cite? Cite. Commence par la femme. Donc, Rebecca Zlotowski, qui est donc la réalisatrice de Camp Central, Planétarium et Belle Épine. La femelle. Non, je n'ai pas dit ça, putain, merde. Rebecca, en fait, pour qui tu nous fais passer là-haut? J'ai eu l'occasion de la rencontrer récemment un débat organisé par la SRF dont elle est présidente, et en fait on va dire moi j'adore les films de genre et tout, et en fait l'idée de la mettre dans le jury est venue très vite, et elle est super emballée, elle est super au taquet pour ça, elle est hyper contente d'être dans le jury cette année, donc voilà. Rebecca qui vient plutôt du cinéma d'auteur mais qui est un petit peu genré. Elle a fait Planétarium qui est un film de science-fiction, mais voilà, c'est quelqu'un qui. Science-fiction, tu vas un peu loin là. Oui, mais voilà. Ça se passe pas dans l'espace non plus, Planétarium. Mais... Ensuite. François Descraques. Alors, François Descraques, c'est la génération montante. C'est le. Et alors, il vient du web, mais c'est pas du tout péjoratif dans ce que je dis, mais il a fait une web série qui s'appelle Le Visiteur du Futur, qui a cartonné, qui à la base est fait avec 3 francs 6 sous, mais qui était pleine d'énergie. Et peu à peu, il a eu plus de moyens. Et il a fait d'ailleurs, même si c'est pas des moyens démentiels, il a fait des choses qu'on voit rarement à la télévision française. Enfin, du coup, c'est normal, c'est sur du web. Et c'est quelqu'un de très très inventif et qui, moi je pense, va sûrement passer au long bientôt, et il va devenir quelqu'un qui comptera, et s'il négocie bien ce qu'il est en train de faire, il peut devenir peut-être le Edgar Wright français, et quelqu'un vraiment qui comptera même peut-être en dehors des frontières françaises s'il arrive à bien gérer son. Tu vas franco toi, hein? Non mais le mec a du talent. Il a fait Deadland. Moi je me méfie toujours de tes pronostics. Oui, c'est vrai que je suis un peu nul pour le chef. Et surtout que j'ai pas envie que tu portes. Non, la poisse, là, ce mec, c'est le futur Edgar Wright. Non mais c'est hyper flatteur pour lui. Et... Edgar Wright, en plus je vise pas non plus Kubrick, hein, tu vois, je vise quelqu'un qui dans la pop culture, tu vois ce que je veux dire. Ça va, tu vises, c'est pas n'importe qui. Il a commencé. Non mais Edgar Wright a commencé par des séries télé, tu vois. Il y a des, je vois des atomes crochus quand même en fait un petit peu quoi. Et s'il arrive bien négocier ce qu'il est en train de faire en ce moment, et je pense qu'il est dans une bonne dynamique et ça peut donner quelque chose d'intéressant quoi. Écoute, je suis sûr qu'il est content d'avoir tes encouragements. Johan Sfar, alors Fausto, on ne présente plus. Ouais, non, on le présente plus, Johan Sfar. Et puis, alors en plus, c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, et on a vu à travers certaines photos Instagram qu'il était lecteur de Bad Movies, ce qui a fait quelqu'un de très bien. 2, qu'il venait au pif, et je me souviens notamment d'une photo de la nuit cannibale. Il était venu voir The Green Inferno. Ouais, c'était la soirée avec Inferno et merde. Et Cannibal Holocaust, n'est-ce pas? Non, c'était pas ça, c'était. J'étais pas là ce soir-là, mais son premier film. Cabin Fever. Ah oui, Cabin Fever. C'était Eli Roth, pardon. Oui, c'est vrai qu'en plus Cannibal Holocaust, on avait passé durant une nuit gore. Il avait fait un selfie avec tout le monde derrière en disant là, les vrais fans fantastiques sont là ce soir et tout, et voilà quoi. Il a également remercié au générique du dernier film de Guillermo del Toro, La Forme de l'eau. Et lui-même réalisateur effectivement, Selon Gainsbourg, vie héroïque, et auteur de BD qu'on ne présente plus, dans l'auto avec la lunette et un chapeau. Je pense pas qu'il y a un chapeau, des lunettes et un fusil. Ok, voilà. Alors allez, elle porte un chapeau à un moment dans le film, mais le chapeau n'est pas dans le titre. Fusil donc. Pardon Johan, si vous le savez, pardon. Voilà, éclairé par Manu Dacos, chef opérateur de Bruno Hélène qui font le spot. Voilà, la grande famille du pif, Véronique, on y revient, c'est une espèce de spirale, tu vois, c'est vraiment c'est spirale, c'est comme Junji Ito, tu vois, genre ça tourne, machin. Et dont Gainsbourg, le générique était fait par Jérémy Perrin, qui était dans le jury du pif. Exactement. Non mais c'est incroyable, les ramifications sont vraiment incroyables. Tout autour du pif. On devrait peut-être faire un petit schéma la prochaine fois. Il manque encore des gens dans le jury. Oui. S'il te plaît, fais ton travail. J'étais en train de réfléchir. Tu divagues, Véronique, attention, je te recadre. Quarks.
Je crois que c'est un réalisateur de court-métrage. Court-métrage qui vient de passer au long. Tu y étais. J'étais sur le tournage. Oui, qui a surtout s'est fait remarquer il y a 2 ans avec Un ciel bleu presque parfait, un court-métrage qui a fait 85 festivals dans le monde entier, dont Sundance, quand même. Parce qu'il n'est pas rien. Mais pas le pif. Il est La grande famille du bif. Parce qu'il dure trop longtemps. Je sais bien. De 30 minutes. Et voilà, et qui est actuellement en train de transformer ce court-métrage en un long-métrage qui s'appellera Tous les dieux du ciel, produit par François Cognard, qui a lui-même produit les films de Bruno et Hélène. Et qui est dans le jury Prix Climax. Voilà. Comme donc Julien Maury, Alexandre Bustillo, pardon. Voilà, réalisateur Leatherface et Alexandre Bustillo avec ce journaliste de Mad Movie, c'est fou. Bref, voilà, donc Quarks, un auteur avec un univers bien à lui, assez barge, mais qui a commencé par des courts-métrages totalement barrés, pétés du casque, où lui-même, de son propre aveu, on n'avait rien à foutre de faire du ciné. Et tout ce qu'il voulait, c'était s'éclater. Donc, on voyait la perche où il n'y avait pas de scénar, ils s'en foutaient du moment que ça le faisait marrer. Et puis, au fur et à mesure, il a pris de la bouteille, il a fait des courts-métrages de plus en plus sérieux pour aboutir, donc, voilà, à Un ciel bleu presque parfait, qui est vraiment une sacrée claque. Eric Gandois, oui. Qui donc est storyboarder de métier, donc qui bosse beaucoup pour EuropaCorp, mais pas que. Il a donc fait Valérian par exemple dans ses derniers travaux. Il bosse beaucoup aussi avec Nicolas Barry, il a fait Le Petit Spirou par exemple. Voilà, c'est un très très bon storyboarder, mais surtout c'est aussi un excellent réalisateur. Oui. Il a fait un court-métrage qui s'appelait Eve, qui était magnifique en 3D native, un super beau film avec Delphine Chenéac. Delphine Chenéac, voilà. Et c'est un très beau film, un film futuriste et tout, avec une direction artistique à tomber et un très beau scénario. J'ai vu chez toi ça. Oui, je l'avais passé avant hallucination collective pour que les gens. J'ai pas vu chez Cyril, hein, j'ai vu. Avant Détective du 3D, on l'a passé en 2014 à Lyon. Et voilà, c'est un très, très beau film et donc à la fois donc un excellent storyboarder et en plus un très bon réalisateur. Donc, voilà. Sacré jury. Voilà. Et donc ça, ce sera le samedi à 11h et le samedi à 16h45. Qui est une séance de courts-métrages internationaux. Sélectionnés par. Venez chez nous, ça va être génial. Ouais, ça va être trop bien. Tout à l'heure, tu as un petit peu parlé justement de RIP. Les reliques, peut-être que tu veux dire un truc aussi. Bah, il y en a 10, donc on a voulu faire comme les grands et on en a 10 aussi. Et il y a un peu de tout, ça vient pareil un peu de tous les pays. Ouais, on est assez contents, on a vraiment réussi à brasser large. Il y a un Mexicain aussi, il y a du Rital, du Mexicain, du Suisse. Tiens donc, ils savent faire des films. Pardon, désolé, ça va. Il y a un Belge aussi. Tout à fait. Voilà, donc il y a un peu de tout et il y a vraiment tous les genres. Je pense que c'est plutôt fun en général. Combien de films italiens quand même, incroyable. Non mais c'est quand même fou. C'est pas comme si le cinéma de genre italien était particulièrement stimulant. Enfin, il y a 2-3 trucs. Il y a beaucoup de choses intéressantes en court métrage. J'aime pas trop Gay Grobot, mais oui, on a fait un pifcast. Gay Grobot. Mais juste pour information, nous on a vu à peu près 300 films, je crois, entre les festivals et les screeners pour 300 longs métrages pour pouvoir choisir les 10 qu'on a, enfin les 20 et quelques qu'on a cette année. Et vous avez vu énormément, je crois, de courts métrages. 12 000. 3150. Sa mère la chouette. Wow. Voilà. Bon, après, on les a pas tous regardés jusqu'au bout. La longueur d'un long, ça fait comme nous en fait. Voilà. Bon, il y en a au bout de 2 minutes. Pourquoi pas de film indien? Non, je vais poser la même question en fait qu'un journaliste indien qui avait posé à Thierry Frémaux pendant la conférence de presse à Cannes. Non, mais effectivement, j'ai une réponse. Toi, en plus, tu es un farouche mais oui, admirateur, défenseur du cinéma indien. En fait. Moi, j'adore le cinéma indien et c'est d'ailleurs une de mes grandes peines. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir passer un court-métrage indien, sauf que la grande majorité des productions indiennes sont généralement des drames. On en voit quand même, ou des documentaires. C'est toujours axé sur la famille. Il y a beaucoup de docus en cours. Ouais. Ah oui, ça c'est. Mais chez eux, les courts-métrages, ils font 1 heure en même temps. J'ai fait la blague il y a 2 secondes. Non, il y a des trucs très courts aussi. Il y a des trucs très courts. Je me permettrais quand même il y a ce court-métrage absolument merveilleux qui est La Flamme de la Vérité, qui dure 1 minute. Non, mais ne le regardez pas, par contre, je vous en prie. Non, mais c'est vrai que cette année, ici, on a eu un court-métrage indien qui était. Mais pour l'instant, j'ai rien. On n'a pas encore eu la chance d'avoir un court-métrage indien qui soit suffisamment quali ou suffisamment en phase avec le festival pour être sélectionné. Pas mal. Quali, K-A-L-I. Malheureusement, j'ai l'impression que culturellement, il y a quelque chose encore qui peut pas encore arriver jusqu'à chez nous.
D'être ethnocentré comme ça suffit. Ça m'en Bah, disons qu'il y a une production, parce que là c'est beaucoup de films indépendants que vous avez pour les courts-métrages, et comme des films produits, mais beaucoup de films indépendants. Est-ce qu'il y a une production indépendante indienne qui arrive à émerger, ou c'est juste beaucoup au contraire de longs-métrages, je sais pas, dans les cours Une grosse production indépendante indienne de cours, c'est assez étonnant, quoi. Mais le problème, c'est que t'as un peu l'impression de toujours regarder la même chose, quoi. C'est toujours des drames. Les gens vont s'imaginer qu'il y a beaucoup de choses chantées, ou non, pas du tout. On est vraiment dans le drame pur et dur, quoi. Ça parle de la place de la femme, ça parle de la famille, ça parle des enfants. Alors après, c'est super intéressant d'un point de vue culturel, parce qu'on voit vraiment des gaps culturels sur certains détails qui vont nous paraître ok, ils vont te faire un court-métrage dessus, quoi. Mais j'imagine, d'autant vu un petit peu l'image idéalisée que les longs-métrages bollywoodiens renvoient de l'Inde, j'imagine que les courts-métrages qui sont pas liés à ces impératifs font tout l'inverse pour justement essayer de... C'est ça. Franchement, de mémoire, je crois pas qu'on en ait eu un qui fût ne serait-ce que chanté une seule fois. Non, jamais. Voilà. Par contre, on a toujours quelques cours qui essaient de taper un peu dans le cinéma d'action, mais avec zéro moyen. Ils essaient de faire des choses trop grosses, quoi. Donc c'est pas déjà que là-bas, quand ils font dans l'action, parfois avec des moyens, c'est pas gagné. Bon, je pense qu'on a trop parlé de choses qu'on a. Exactement. Oui, pardon. Parlons plutôt des séances cultes. Yeah. Donc, c'est toujours 3 ou 4 films qui sont cultes. Qui sont cultes, voilà. On peut d'ailleurs évacuer le fait qu'on n'ait pas fait de nuit cette année, d'ailleurs. Non. Justement, on l'a évacué. Voilà. On ne fait pas de nuit cette année. Voilà, pas de nuit ici. Pourquoi ? C'est parce que voilà. C'est pour que vous puissiez prendre le dernier métro en voyant quand même la séance de minuit. Voilà, il n'y a pas de raison. Pour éviter de griller toutes nos cartouches pour les séances cultes pendant le festival. Et surtout, il y a un feel good movie à 11h le dimanche. Donc... Oui, il n'aurait pas été là s'il y avait la nuit, c'est ça le problème. Oui, mais voilà, il est là. Du coup, 3 films cultes sur grand écran à revoir ou à découvrir pour certains. Le John Carpenter, comme chaque année quasiment. Oui, c'est vrai. On a menti parce que l'année dernière, tu avais dit à la projection que c'était une trilogie plus ou moins, c'est Prince des Ténèbres. Et je sais plus ce qu'on avait passé avant. L'Antre de la folie. Et le troisième, ça aurait dû être L'Antre de la folie. Donc les gens plus ou moins pensaient qu'on allait passer L'Antre de la folie. Sauf que l'occasion faisant de Larron, Splendor Film qui ressort beaucoup de films en salle. D'ailleurs, ils ont sorti Fight Club, c'était ils sortent Dirty Dancing et tout. Ils vont ressortir en janvier. C'est vrai, hein. Mais j'adore c'est l'éclectisme. Ils sortent beaucoup de classiques en salle et ils ressortent l'année prochaine Jack Burton dans les Griffes du Mandarin en 4K. Ils nous ont contactés parce qu'on avait déjà passé grâce à eux The Thing en 2015 et c'était une des belles projections qu'on avait fait. Et on s'est dit notre Carpenter habituel. Non, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de Carpenter. On ne pourra plus en passer, quoi. Carpenter programmé lors de la première édition du PIF. C'est vrai, son dernier film. Ouais. Et Carpenter Brut qui a fait la musique. Et voilà, la grande famille. Et Jack Burton m'en présente plus. Hein. Ouais, est-ce que moi je pensais juste que c'était quand j'étais gamin, je crois que c'était dans les Griffes du Mandarin, mais je pensais que c'était Jack Burton qui atterrissait en fait dans la secte du sud de la France. Avec les grandes statues là. Voilà. Je pensais qu'en fait c'était vraiment un mec qui arrivait dans les Griffes du Mandarin, donc c'était hyper craignos, quoi. Voilà. C'est le truc un peu neuf que je peux dire sur le film. C'est un film que les fans de Carpenter aiment beaucoup parce qu'il est un peu atypique dans sa filmographie, mais c'est un des films les plus rigolos qu'il ait fait. Puis c'est un des premiers films américains à avoir inclus la culture asiatique à travers les Baby Cars, tous les films de Choi Ark, bien avant les Matrix et compagnie. Et ce qui d'ailleurs a valu à John Carpenter de s'étonner beaucoup de la création du projet Golden Child. Comme il disait, jamais de la vie on voit des projets comme ça, et là d'un seul coup il y en a 2 qui se font en même temps, c'est incroyable. Et pour la petite anecdote, parce qu'il faut quand même rigoler, sachez que ça qu'on se fait chier. logiquement, Carpenter voulait Jackie Chan. Oui. Pour le rôle principal. C'est triste en fait comme histoire ce qu'on a fait. mais bon, voilà. Et pour le sidekick, parce que Jack Burton en réalité n'est pas vraiment le héros, c'est plutôt le sidekick. Lui, en fait, Kurt Russell a refusé Highlander pour jouer dans Jack Burton. Mais il a bien fait. Vous avez vu Highlander récemment, ça y regarde. Autre film culte, Le Maître des Illusions de Clive Barker. Il y avait une nuit. Présenté dans son épuisante, la nuit la plus longue je pense en termes de durée. Il y avait Cabal, Nightbreak qui était super long. Hein. Et puis en plus entre temps, il y a les gens qui ont dû parler. Il y a eu entre les séances, Julien Maury présent au festival. Il y avait eu un court métrage de Clive Barker, mais qui était plutôt long, qui faisait 40 minutes. On a passé pendant la pause et tout. On a posé pendant la pause après un film qui faisait déjà quasiment 3 heures. C'était une longue nuit, mais c'était une très longue nuit. On avait vu passer à l'époque.
Exactement, le les fait jeunes, des il n'y avait pas de copie, donc c'était pas possible de le passer. Donc on s'était rabattu, même si c'est des bons films, sur Hellraiser 2, Candyman. Et Candyman, c'est Candyman qui est peut-être le plus loin du truc, mais qui collait quand même. Surtout que le Maître des Illusions, là, c'est le Director's Cut. Voilà. En fait, c'est grâce au chat qui filme, donc qui se ressort le film en Blu-ray l'année prochaine, qu'on a pu avoir accès à ce master en fait, et pouvoir vous le proposer. Parce qu'en fait, sans ça, on n'aurait pas de copie 35. Il n'est pas sorti en salle en France, donc il n'y a pas de copie 35. Peut-être en Belgique, on aurait été plus trouvé ça. Enfin, c'était compliqué. Surtout, il a été charcuté en France en DVD. Donc voilà, vraiment, c'est la version intégrale telle que voulue par Clive Barker, et c'est un de ces 3 films qu'il a réalisé. Les amateurs de Code Quantum seront donc ravis de voir ce film sur Bakula. Et de Famke Janssen. Oh, bravo. Le chat qui fume, on peut aussi le remercier pour l'autre séance culte. 3e séance culte, du coup. Ouais, on disait Noël avant Noël. Ah, C'est ce qu'il y a On va terminer là-dessus. mais oui. Et qui est Incroyable. www.pernoël.com. Mais non. Non, mais ça, mais il faut que tu proposes un remake. Ouais, c'est clair. Franchement, ce serait C'est génial. pas fear.com, il n'y a pas déjà eu un film. Ou alors peut-être hashtag Père Noël. Ouais. Hashtag balance ton Père Noël. Je sais pas. C'est pour Noël. Voilà. Alors ça c'est vraiment rigolo parce que on l'a tous vu, je crois qu'on était gosses, ce film là quoi. Alors, je ne l'ai jamais vu. Ah, bon, bah, cool. Ah là là. Et je ne peux pas être là pendant la J'étais pas projection. si gosse que ça, mais Ouais, on était ados quoi. Voilà. Et c'est un film qui est rigolo parce que c'est un film qui s'est fait voler par les Américains, qui est devenu plus tard. Maman, j'ai arrêté l'avion. Et après, il s'est vengé de son côté René Manzor avec Dédale et Identity quoi. Mais bon, l'idée c'est vraiment, c'est un scénario dingue. En fait, c'est un gamin qui chez lui est seul un soir, ses parents sont partis et donc avec son Minitel, il va sur un service pour appeler le Père Noël. 3615 code du là. Voilà, sauf qu'il tombe sur en fait un serial killer, un fou quoi, qui va intercepter le message, qui va venir donc la nuit par la cheminée, il va se teindre la barbe en blanc, il va essayer de buter le gamin, sauf que le gamin, une sorte de Rambo un peu foufou qui fabrique plein de gadgets. un John McClane meets Rambo. Et moi j'ai pas vu le film depuis l'époque, donc ça fait genre pas 30 ans mais quasiment que j'ai pas vu le film quoi. Mise en scène très baroque avec beaucoup de mouvements de caméra. Bah, René Manzor à l'époque c'était un peu le en France il faisait des films assez classes et tout. Bon, il a eu après une carrière américaine, après il est parti. C'est aussi un auteur de romans noirs. Hein. De Roman Noir, voilà. C'est le frère de Jean-Félix Lalanne qui fait la musique et de Francis Lalanne qui du coup produit Le Passage et fait la musique du Passage aussi quoi. On a hésité avec Le Passage, et qui est un film effectivement. Non, c'est pas vrai. Hein, mais Arrête, il y a Alain Delon. moi j'aime le film rien que pour ça. Ton adoration devant l'écran. Et comme on l'a dit souvent ce soir, René Manzor sera là. Et René Manzor sera là. Sinon le Père Noël sera là. L'enfant sera là. L'enfant, il veut au Canada l'enfant. Il sera pas là. Donc il y aura que René Un enfant Manzor. d'ailleurs, non? Mais c'est cool de pouvoir voir ce film en copie restaurée 2K, un film qui n'a jamais été montré depuis, qui était à Voriaz à l'époque, qui a été jamais montré. Et donc là, une version restaurée, elle est magnifique la copie. On a vu des bouts, c'est super beau. En présence du réalisateur, c'est pas toujours qu'on a René Manzor qui vient parler de 3615 comme Père Noël. Non. Et c'est ça le pif, un petit peu quand même. C'est la classe quoi. En plus, en séance culte, enfin moi personnellement, pour moi c'est vraiment une appellation séance culte quoi. Ce truc-là, c'est une Madeleine de Proust. En France, c'est Libération. Hein. C'est un truc de fou. Enfin, tous ceux qui l'ont vu gamin, ils s'en souviennent, ils ont envie de le revoir. J'étais fasciné par la jaquette, mais en fait, à chaque fois, je regardais, mais c'est français, ça va pas être bien. Ouais, mais moi en fait, je n'ai jamais la bande-annonce que j'avais vue, parce que fut une époque sur Canal, à chaque fois que tu avais le festival d'Avoriaz, ils te mettaient toutes les bandes-annonces d'Avoriaz d'affilée. Je me souviens que 3615 Code Père Noël, j'étais dedans, je voulais absolument voir ça, quoi. Donc voilà, donc on termine sur 3615 Code Père Noël. Bah ouais, Voilà. Noël avant Noël. Bon. Donc Noël cette année, C'est du 5 au 10. Ouais, c'est du 5 On au a juste oublié de décembre. parler du Grand Prix Climax. Juste un mot, si vous êtes là le vendredi matin, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Il y a le Grand Prix Climax qui va être remis à 5 scénarios de films fantastiques. Il y aura un jury qui sera là, donc composé de Carlo de Bottigny, Alexandre Bustillo, Julien Maury, François Cognard, Guillaume Lemant, Benjamin Rocher et Raphaël Rocher. Et juste après, ils donneront une masterclass sur les réussites du genre en France. Donc voilà, Positive. on sera tous ensemble en famille. masterclass durera 2 minutes vu qu'il y a très peu de réussites. Non. On fera une liste. Putain, le rédacteur en chef Mad Movies là, C'est défaitiste. moche, c'est vraiment moche. Alors on va voir. Non, alors moi je suis très curieux d'assister à cette masterclass. C'est est-ce que les membres du jury vont inclure leur propre réalisation ou production dans les réussites du genre? Le mystère est total. Il faut dire Vous le saurez en venant. Et si c'est le cas, eh ben ça va chier. Non mais peut-être l'un à l'autre se dire toi tu dis du bien de mon film, moi j'ai du bien de ça, c'est Ouais, en déontologique. fait, c'est hyper hypocryte. Non, c'est déontologique. Non, ça va être bien. Mais c'est toi qui vas animer cette masterclass, non?
Ah oui, je n'étais pas au courant, mais Tu pensais dormir ce matin-là, mais non. Ah, merde. Non, c'est bon, t'inquiète, on gère. Voilà. Moi, je veux juste remercier toutes les équipes du PIF qui ont permis de faire cette belle programmation. Bravo les équipes. Voilà, tout ce qui reste encore à faire jusqu'au festival, mais en tout cas, sachez-le, ceux qui écouteraient pour la première fois ce PIFcast, le PIF est organisé que par des bénévoles, des gens qui ont un travail à côté, qui font ça sur leur temps personnel pour que ça existe, parce que si jamais on n'était pas là, ça n'existerait pas tout simplement, et donc voilà, on voulait voir ça sur Paris, et on s'est dit, si personne ne le fait, on va le faire. Donc merci à toutes les équipes du PIF qui permettent de faire ce festival. Voilà. Allez, rendez-vous en décembre. Salut. Salut. Ciao.